Club numéro 32. Aujourd'hui, on vous parle de Poltergeist. Bonjour Vincent Todini. Bonjour Caroline Poisson. Pour parler de Poltergeist, on a 3 invités aujourd'hui. Nous avons Liam Debruel, première fois chez nous. Salut Liam. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi d'être venu. Et toi, tu es rédacteur pour 3 sites, tu peux nous les rappeler ? Oui, c'est ça. Fucking Cinéphile, Culture Addict et Club Lumière. Ouais, et nous on t'a rencontré au BIF, parce que tu présentais quand même pas mal de films au BIF l'année passée. Effectivement, c'est un festival que je fréquente depuis des années. J'ai Guillermo del Toro qui m'a serré la main. C'est peut-être ça qui a amené le Covid à Charleroi parce que je ne me suis pas lavé la main pendant des années. Et justement, j'en ai profité pour faire mon stage, présenter des séances, mais également présenter des séances au FIF. Et pour le moment, on ne s'est pas encore plaint de moi. Donc c'est que ça va. Ça a l'air d'aller. On a aujourd'hui avec nous aussi Nicolas Stettenfeld. Bonjour. Salut. Qui travaille pour la BILA, la Bibliothèque de littérature d'aventure. J'ai réussi à le dire d'un coup. Alors par contre, avec ces nouveaux micros magnifiques, nous ne devons pas trop tourner la tête, c'est ça ? C'est donc plus compliqué. on va devoir se regarder du coin de l'œil comme ça. Bonjour ça. Nicolas, merci d'être là. Salut Caroline. Et nous avons Antoine Bourse, encore. Salut Antoine. Hello. Antoine qui est professeur de cinéma, scénariste, il fait plein de choses. Aventurier. Aventurier. Mais à mes heures perdues. Et on a aussi quand même Manon avec nous qui s'occupe de la technique. Merci Manon et bonjour Manon. Avec notre nouveau matériel. Avec notre nouveau Vous matériel. entendez peut-être une différence. On espère qu'on entend une différence, qu'on n'a pas acheté ça pour Et rien. Vincent l'espère en tout cas. J'espère très fort, ouais. En tout cas, la table ressemble désormais à une créature Lovecraftienne. Ça va. Tout d'abord, on va faire un petit point sur Toby Hooper. Donc Toby Hooper, il est né en 1943 au Texas. Il a fait une école de ciné, enfin pas ciné, mais télé, ciné, etc. Il a été cadreur, il a bossé sur un documentaire. Et son premier film, c'était Eggshell. Vous en pensez quoi d'Eggshell, Antoine ? Eh bien, figure-toi que je n'ai toujours pas vu Eggshell. C'est vrai ? Ouais, Oh, il pardon, est je tout te en haut de ma lance, watchlist, un de ces quatre, et j'adorerais voir Eggshell, mais je ne l'ai pas encore trouvé. En fait, j'ai même découvert l'existence de Eggshell il n'y a pas si longtemps. Je ne C'est savais vrai pas du tout que c'était son premier film. Je croyais jusqu'à peu encore que son premier film était Massacre. Massacre à la Bah tronçonneuse. ouais, comme tout à beaucoup. fait. Et toi, Liam ? Eh bien, je suis exactement dans le même cas, donc je vais faire comme certains influenceurs et copier-coller ce qu'a dit mon prédécesseur. C'est très bien. Et toi, Nicolas ? Moi je ne sais pas pourquoi on parle de Toby Hooper. Est-ce qu'on n'est pas là pour parler de Spielberg? C'est bas, c'est bas. Évidemment. Donc après, évidemment... Je sens qu'on va se disputer On va sur discuter le beaucoup, sujet. ouais. Donc après, évidemment, Toby Hooper, il a fait un casting dans son école, prof, élève, etc. Il a rencontré Kim Henkel également. Et là, il lance Massacre à tronçonneuse, donc on a déjà parlé, Un de tes films reparlé. préférés. Ouais, et reparlé. Vous savez que je suis très très fan de Toby Hooper. Après Massacre, Toby Hooper a évidemment fait d'autres choses. Antoine, tu peux peut-être nous parler un peu de la filmo de Toby Hooper. Mais je ne suis pas certain de ne pas me planter, donc on pourra couper ça et on va compléter tous ensemble. Voilà. Non, moi j'étais surtout attentif au fait que celui qu'il a fait juste avant Poltergeist, Stephen House, ouais. et qu'on y retrouve beaucoup de liens, surtout esthétiques en fait, d'un à l'autre. Mais je ne sais plus s'il a fait tellement de films entre... Donc Fun House qui, je pense en français, c'est Massacre dans le train fantôme. C'est ça. Je ne me trompe pas, c'est ça. Et je ne sais plus si entre Massacre à la tronçonneuse et Fun Le House... Crocodile de la mort. Un truc Crocodile de la comme mort ça. était- Ça c'est le deuxième, hein, enfin le troisième. Hein. C'est ça. Alors, donc, on a effectivement... Bon, il y a eu des films avant encore, hein, mais Eggshell, je suis vraiment... En fait, j'ai découvert une photo de Eggshell un jour en zappant sur les fausses TV pay-per-view, comme ça, les TV, je ne sais plus, un peu interdites, qui rassemblent tous les services différents. Et je vois cette photo, et je vois réalisée par Toby Hooper. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça que j'ai découvert. Donc, il y a effectivement Eggshell en 1969, et puis Massacre à la tronçonneuse, et puis Le Crocodile de la mort. Ah, bien sûr, on a oublié son très long téléfilm de Salem's Lot, l'adaptation de Ouais. Stephen De King, King. ouais. Tout à fait. Et puis Funhouse, et puis effectivement Poltergeist, qui sera suivi ensuite par Life Force, Invaders from Mars, et puis seulement son deuxième Massacre à la tronçonneuse, et puis une fin de carrière plus compliquée. Une fin de carrière plus compliquée, notamment à cause de Poltergeist. Donc Nicolas nous disait que Poltergeist est plutôt un film de Spielberg. Vincent, t'as un petit mot à nous dire par rapport à ça ? C'est là Ouais, qu'on va tous se je vais- disputer ouais, et c'est que ça. moi je vais reprendre un peu d'énergie. Voilà. Donc tu n'hésites pas à me reprendre quand tu veux, mais en gros, c'est important, je crois, de resituer un peu la date déjà du premier Poltergeist, qui est 1982. À cette époque-là, Spielberg il sort tout juste du tournage d'Indiana Jones, et c'est quelqu'un qui a 1000 projets dans ses cartons. C'est notamment l'année donc du premier Indiana Jones qu'il lance Amblin, et qu'aussi il se lance aussi dans une carrière de producteur. Et il se trouve que l'année 1982 elle est importante pour Spielberg parce que c'est l'année où il fait E.T.
Et que cette année-là, ce projet, c'est un projet de cœur il y est très attaché, mais que pour l'écriture de ce grand film familial où un petit enfant va découvrir un extraterrestre, il a dû jarter d'une première version de son scénario des éléments assez un peu horribles, un peu horrifiques, qu'il a recyclés dans le but de créer un tout nouveau script qu'il aimerait faire réaliser par quelqu'un qu'il a repéré il n'y a pas très longtemps, qui est Toby Hooper. Pourquoi il veut faire ça ? Parce qu'en fait, à cette époque, E.T. lui demande tellement d'importance lui demande beaucoup d'espace mental, tout simplement parce que je crois que c'est la Universal avec laquelle il collaborait pour E.T. lui a fait signer une clause d'exclusivité en fait à l'époque, qui fait qu'il ne peut pas pendant l'année 1982 réaliser un autre film tant qu'il n'a pas terminé E.T. Et comme c'est un projet assez chronophage qui lui prend du temps, il se dit mais en fait j'ai envie que ce projet se lance, et donc il confie la réalisation à Toby Hooper. Mais Spielberg, surtout à l'époque, mais peut-être un peu toujours, un peu tout le temps en fait, étant quelqu'un de créativement très impliqué, en fait il était et en plus étant crédité au scénario, il se retrouve énormément présent sur le set. Il est producteur. Il est producteur, tout à fait. Donc à être présent sur le set et à faire énormément de choses. Et notamment, selon les dires, alors là, c'est un peu difficile d'un peu définir ce qui est réel ou pas. Selon les versions, ça concorde pas toujours, mais au minimum, on est certain qu'il a souvent été derrière la caméra. À un moment, il aurait dirigé l'équipe B. Alors pour quelle séquence exactement, ça je pense qu'on va avoir une énorme discussion là-dessus, parce qu'il y a des séquences entières où je pense qu'on voit clairement la patte de Spielberg. Maintenant, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. C'est pas parce que faut savoir que le storyboard a été fait par les deux. Oui, voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que pour la première fois, peut-être pour la première fois dans le Popcorn Club, on va pouvoir avoir cette question qui est finalement la paternité d'un film, elle va où ? Et surtout, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a parlé de grands cinéastes, de choses comme ça, on était là, le réalisateur, en omettant souvent assez commodément le fait qu'il y a aussi des implications créatives assez importantes de scénaristes et de producteurs. Mais là, on va être obligé d'avoir cette discussion qui est de se dire, mais en fait, quid du producteur, du scénariste dans la démarche créative. Il y a aussi le fait que le rôle du producteur a énormément évolué et changé. Maintenant, un producteur ne s'implique plus comme ça. Enfin, en tout cas, ça devient rare qu'un producteur soit sur le set à tenir la caméra. On est plus... Ah oui, à tenir la caméra, mais je pense pas que Spielberg ait tenu la caméra. Non, pas qu'il ait tenu la caméra, mais je veux dire, je pense qu'il était plus investi dans le film qu'un producteur lambda qui est plutôt sur la thune et les... On parle d'Hollywood, donc je suis pas si sûr que ça. Hollywood a quand même... À beaucoup de périodes, Hollywood... Déjà dans les années 30, par exemple, le producteur était surpuissant. David O. Selznick, par exemple. Oui, mais je parle à l'époque, par rapport à maintenant. Mais même, je veux dire, en termes d'historique, le rapport du producteur à Hollywood au plateau lui-même et à la réalisation peut vraiment être très, très impliquante, surtout à partir du nouvel Hollywood où on a des réalisateurs qui ont de plus en plus produit, des Coppola, des Spielberg, des Lucas, etc., et dont la présence c'est quand même toujours ressenti très fort dans la création. C'est un peu comme la question de George Lucas sur un Empire contre-attaque, un Retour de Jedi, à quel point est-ce qu'il était présent dans la réalisation elle-même, à quel point est-ce qu'il avait un regard là-dessus, etc. Ici, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont conduit à se poser la question. C'est que d'une part, effectivement, Spielberg était pas mal sur le plateau. Moi, je pense personnellement que le fait que Toby Hooper soit crédité en tant que réel n'est pas du tout usurpé, ou je pense pas que ça cache quelque chose. Je pense surtout que visiblement Toby Hooper est plus un technicien qu'un directeur d'acteur. Et je pense que là, c'est ce qu'ont dit certaines personnes, entre autres le scénariste, dont j'ai oublié le nom, mais scénariste de Funhouse, a été sur le plateau à un moment donné, il était invité par Toby Hooper, et c'est ce qu'il expliquait. Il dit voilà, Toby, c'est vraiment un très grand technicien, il dirige très bien les éclairages, les plans, etc. Mais il a parfois cette relation humaine au comédien qui manque un peu. Donc je pense que Spielberg a sûrement aidé là, parce qu'on a un jeu très Spielbergien aussi, ça c'est certain. Et il y a aussi... là, j'arrive avec la dernière rumeur de l'époque, puisque tu parlais d'Hollywood, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on pense ça aussi, c'est que je crois qu'à l'époque, Toby Hooper, il était un peu versé dans certaines prises de substances psychotropes, et qui faisait qu'il avait la réputation à cette époque-là d'être pas toujours forcément super clair dans ses idées, et donc il y avait un peu cette théorie qui disait mais en fait il était incapable de gérer correctement l'équipe à l'époque, et donc Spielberg avait un peu été obligé, il était fonce-dé, voilà. Il y a plus qu'une théorie, parce qu'il y a des témoignages de certains acteurs qui vont dans ce sens-là, quoi. Effectivement. Et puis on le ressent. Enfin, de toute façon, on sent bien. C'est quand même plus un film Spielberg qu'un film Hooper quand on le regarde. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir vraiment les deux. Il faut d'abord qu'elle pitch le film. Oui, c'est vrai. C'est moi qui dois pitcher. Attends, juste avant de pitcher, moi j'aimerais faire un point sur ce que tu disais par rapport au scénario, juste pour aller un peu plus dans la précision. Donc on a Spielberg qui a écrit un scénario qui s'appelait Watch the Sky.
et qui était effectivement les prémices de E.T. mais en version plus horrifique. Il y avait juste un des extraterrestres qui était un peu sympa. Il y avait plusieurs extraterrestres, il y en a un qui était un peu plus sympa dans le lot. Et au final, il s'est consacré plus à cet extraterrestre sympa en décidant avec Universal de faire un film plus positif. Il a conservé les autres idées pour faire un film qui s'appelait Nighttime ou It's Nighttime, suivant ce qu'on en dit et ce qu'on en trouve comme info. Et au départ, c'était aussi un film d'Alien. Et en fait, c'est Tobe Hooper qui a dit, qui est plus venu avec l'idée d'esprit et qui a dit, moi j'aurais plutôt envie de faire un truc sur le paranormal, sur les esprits, etc. Et c'est ça aussi qui a visiblement consolidé le choix de Tobe Hooper dans la réalisation du film. Voilà. Poltergeist numéro 1, le seul qui existe. À tes yeux. À mes yeux. Non, j'ai un peu d'affection pour le 2, mais pas pour les mêmes raisons. Poltergeist numéro 1, donc qu'est-ce qui se passe ? On a une famille dans une maison américaine, le film de fantôme traditionnel américain, voilà, ouais. Avec une petite fille, un petit garçon, Caroline. On me l'a beaucoup faite quand j'étais petite. Donc, cette famille est dans sa petite maison. Ils sont très drôles. Je trouve que cette famille est extrêmement drôle, mais là, ce n'est pas un point de vue. Je dois avoir un point de vue objectif et pitcher un film, ce que je ne sais pas du tout faire. Donc, la maison, des trucs commencent à bouger un peu, des meubles commencent à bouger, des chaises qui se mettent un peu en mode Cirque du Soleil, etc. C'est assez rigolo. Et un arbre essaie quand même de manger le petit garçon, donc ça, c'est moins rigolo. Et la petite fille est hyper fan de la télé. Elle met ses mains comme ça, elle se sent happée et puis elle disparaît et elle ne communique avec ses parents que par l'intermédiaire de cette télé. C'est marrant parce que, je sais pas si vous avez vu Insidious, et en fait j'ai eu un genre de flash en revoyant les films. Je me suis dit, putain, ils ont tout piqué à Poltergeist en fait, même en vrai. Mais c'est assumé. Oui, mais en fait je n'avais jamais fait le lien, tellement D'accord. Insidious pour moi est pas intéressant, mais et donc ils vont devoir, je sais pas si on peut spoiler à ce niveau-ci, mais on va spoiler là, le film ça va spoiler salement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il se passe tout ça ? C'est parce que la maison a été enterrée sur un ancien cimetière. Construite. Construite. La maison était enterrée, quoi. La maison a été construite sur un ancien cimetière, mais en fait ils ont déplacé les tombes, mais ils ont laissé les corps. Ouais. Et on apprend même plus là-dessus dans le deuxième. Exactement. Mais là on est au premier, voilà. Antoine. Et voilà, première découverte. Liam, première fois que tu as vu Poltergeist, est-ce que tu te souviens quand c'était ? Alors, je ne m'en souviens pas exactement. Je me souviens surtout que j'étais jeune à l'époque, mince et imberbe, et surtout peut-être trop jeune, justement, pour vraiment apprécier le film. Et la première réaction fut un petit peu de rejet devant le film, une impression d'avoir déjà vu ça plusieurs fois. Alors même que je n'avais quasiment rien vu, mais comme certaines personnes aiment bien se dire, imaginer certains films de maison hantée. Et c'est en le redécouvrant il y a quelques années, pour justement écrire dessus, que j'ai mieux apprécié le travail visuel du film, le travail narratif, et justement ce qu'il essaie de développer sur la gestion de la famille américaine. Il y a une certaine ironie qu'il y a derrière. Résultat, c'est une mauvaise découverte, on va dire, à l'époque, surtout que par la suite, j'ai regardé le remake dont on parlera plus tard. Je ne vais pas spoiler là-dessus, mais justement, j'avais une très mauvaise perception de Poltergeist et des films, notamment par cette double mauvaise découverte. Et c'est quelque chose que j'ai mieux apprécié maintenant, avec un peu plus de maturité. Ok. Et toi, Antoine ? Moi, je l'ai découvert en VHS quand je devais avoir 12 ans, quelque chose du genre, avec un pote avec qui on regardait les films d'horreur de l'époque sur lesquels on pouvait mettre la main. Et je pouvais mettre facilement la main dessus puisque je louais gratuitement à la médiathèque, puisque mon papa y travaille. Toute ma jeunesse a été de la location gratuite, c'était très bien. Et non, moi j'ai vraiment... On se connaissait déjà un peu le travail de Spielberg et de Tobe Hooper, on était un peu hyper impatients de le découvrir. Et je me souviens avoir adoré dès le début. Je me souviens surtout avoir été marqué par la scène du mec qui s'arrache la peau face au miroir. Bah oui, avec les mains de Spielberg. Avec les mains de Spielberg, tout à fait. Et en fait, j'aimerais rebondir rapidos sur un truc. Moi, je me souviens, ce qui est typiquement Spielbergien qui m'avait tout de suite touché, auquel on se raccroche directement quand on a grandi avec Spielberg, c'est justement quelque chose qui pour moi, parce que tu parlais de films de fantômes traditionnels, tu disais. Ah non, pour moi c'est pas un film de... D'accord, mais tu l'as dit comme ça. Par rapport à la maison, la maison, la famille, et puis après ça tourne autrement. Sauf que justement ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup Spielberg y a amené le côté banlieusard américain, famille moderne, matériel contemporain, là où la maison hantée jusque-là c'était plutôt le truc victorien ou gothique ou ce genre de choses. Donc
Donc d'entrée de jeu, je trouve qu'il y avait justement une espèce de modernisation de l'idée de la maison hantée et des fantômes que Il y a je un côté trouvais très Goonies excitant. un peu dans le film, je trouve. Aussi. Au début du film. Mais aussi parce qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. Il laisse vivre tous ses personnages en fait. Ouais, on va en Ouais. parler, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et toi, Nicolas, tu te souviens de la première fois? Comme souvent, non, pas très bien. Parce que je l'avais vu, il y a très très longtemps, je devais être encore assez petit. J'en avais gardé un vague souvenir plutôt réjoui. Et puis quand je l'ai revu, je me suis dit, oui, Oh là là. tout ça vieillit, tout ça vieillit. Mais non. Donc voilà, je ne saurais pas trop me dire de quand ça date, mais j'avais des images, un peu comme Chucky, là, des souvenirs vagues. Voilà. Et je l'ai redécouvert pour l'occasion. Ainsi que les suites que je n'avais jamais vues. Ah ouais? Et le remake, Ouh là là. qui ne me manquait pas. Ah non, tu m'étonnes. Et toi, Vincent? Alors moi, en fait, j'ai pas vraiment découvert quand j'étais jeune ce film-là. On est un peu sur les films de ton enfance, hein, cette saison-ci, j'ai l'impression. Ça marche un peu moins bien pour moi. En gros, Poltergeist, je me souviens qu'il y avait quand même une image emblématique qui me frappait. Mais je pense que c'est un film que j'osais pas voir parce que, étant un film que ma mère aime beaucoup, elle m'avait dit que c'était un film qui faisait peur. Et moi, plus jeune, j'étais une vraie flippette, en fait. Et donc, si je me faisais pas avoir par le visionnage d'un film de façon inattendue, en fait, je me méfiais des films qui pouvaient me faire peur. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant de voir Poltergeist, mais alors évidemment les réputations cumulées de Spielberg et de Tobe Hooper fait qu'à un moment c'est un peu un incontournable et tu te dis bah ouais quand même allez je vais aller le voir. Et je me souviens que dès le premier visionnage ça m'avait plutôt plu et qu'à nouveau là je l'ai revu, mais à nouveau avec la distance analytique que tu peux avoir quand tu es un peu plus âgé, donc disons que l'affect viscéral de la nostalgie n'existe pas vraiment avec ce film. Ok. Voilà. Moi, je l'ai vu quand j'étais ado, comme j'ai vu Massacre à tronçonneuse quand j'étais ado. Ouais. Sauf que quand j'étais ado, j'avais pas du tout fait le lien que c'était le même réal. Et quand je l'ai appris un peu plus tard, pas beaucoup de temps après, j'étais super étonnée. Je me disais, c'est pas possible. Oui, mais c'est parce que c'est pas le même réel selon Nicolas. Ouais, c'est ça. Vraiment, pour moi, ça ne matchait pas, quoi. Tu vois, c'était vraiment. J'ai découvert ado aussi en VHS parce que je louais des tas de films dégueulasses. Et en fait, quand j'ai vu celui-là, je disais toujours, celui-là, il est beau. Justement, pour moi, c'est un film d'horreur joyeux. C'est un film d'horreur assez magique, en fait. Mais tu dis joyeux et tu dis magique. Moi, je trouve que c'est là qu'il y a vraiment la rencontre des deux. Exactement. C'est qu'il y a vraiment du pur Spielberg et que j'adore dans ce film pour un film de maison hantée, c'est qu'il y a de l'émerveillement. Toute la première partie, c'est de l'émerveillement. Oui, tout à fait. La mère qui découvre ce qui se passe et qui est excitée de montrer ça à son mari, etc. Je trouve ça absolument génial parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs et je pense qu'on le referait maintenant. On ne pourrait que dire c'est copié sur Poltergeist parce que il y a vraiment ce pur côté gosse de Spielberg qui est de ne pas avoir peur de ça et qui est de se dire c'est génial, on est en train d'assister à un Les truc chaises dingue. bougent, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Ouais, Même sa gamine la regarde. Oui, même quand elle pose sa gamine dans le cercle, c'est Avec le petit absolument casque génial. en plus. Non, ça c'est vraiment du pur Spielberg parce que du coup ça t'embarque complètement dans. Enfin, moi à chaque fois que je le revois, je suis vraiment embarqué dans le récit, par les personnages en fait. Les personnages m'emmènent vraiment dans un récit là où la plupart des films du genre, et surtout le remake sur lequel on reviendra, je trouve que les personnages sont des espèces d'enveloppes archétypales vides. Ici, je vis cette famille, moi, en fait. Et je les aime bien, en fait. Je les aime vraiment beaucoup. Surtout ses parents, je les aime bien. J'ai envie que... Je suis content quand je les vois s'aimer. Je suis vraiment embarqué. Et dans ce que tu dis, dans l'idée qu'on est directement embarqué dans l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce premier film, c'est son côté in media res. C'est que le film commence, la télé s'allume, le poltergeist est là. Ce qui est par exemple une différence qu'il peut avoir avec plein d'autres films, peut-être un peu du même acabit, et notamment aussi son remake. Qui prend plus le temps de poser les choses. Là, vraiment, et de ne rien poser, en plus. Et de ne rien poser, oui, c'est ça. Mais voilà, directement, en fait, dès le début du film, on commence avec cette image inquiétante. On comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec la télé. C'est pas anodin. Ça parle de la télé. Mais ça parle un peu de la télévision. Dès la première scène, la gamine parle à la télé. Parle à la télévision, voilà. Nicolas, tu disais que là, tu as revu le film et que tu n'étais pas aussi emballé qu'avant. Tu ne trouves pas ça merveilleux ? Merveilleux. Mais dans quel sens ? Dans le sens réjouissant, un fantastique plutôt léger, quoi. Ouais. Bah oui, tout à fait. Mais ça, je crois que c'était la volonté aussi de Spielberg qui voulait faire un film tout public ou presque. Hein. Mais là, quand tu le revois, bof. Bah ça, en fait, c'est vrai que je l'avais pas en tête quand j'ai recommencé. Donc je me suis dit un peu classique de l'horreur, quoi. Hein. J'ai regardé un peu et puis je me suis dit, ah oui, ça bouge quand même pas beaucoup. C'est quand même fort gentillet. C'est pas très horrifique, quoi. Finalement, le 2 est plus horrifique. Il y a des scènes plus horrifiques dans le 2, même dans le 3, même s'ils sont moins bons, hein, globalement, on est d'accord. Hein. Et donc, effectivement, on est plus sur un fantastique léger, finalement, qui n'est pas une réelle menace, hein, qui ne constitue jamais une réelle menace envers les personnages. D'ailleurs, il faut attendre le 3e pour avoir un mort.
Ouais. Dans- Oui. Ouais. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien, qu'il n'y ait pas de mort, en fait. Oui, pour un film d'horreur, c'est Oui, étrange. je trouve ça assez intéressant. Ouais. Mais en termes d'application dans le récit, parce que les films d'horreur, souvent, ils fonctionnent quand même aussi sur la peur qu'on éprouve pour les personnages. Là, on ressent jamais ça, je trouve. Quand même, dans le film, globalement, on s'inquiète pas une seule seconde pour tous ces... Mais c'est parce que je pour pense cette qu'il y a famille. presque un angle dramatique. Oui, moi c'est pas une question de m'inquiéter, mais par contre, je suis pris avec la mère quand elle communique avec sa fille de la même façon. Ouais. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Stranger Things ait repris exactement les Oui, mêmes tropes. oui. Bien sûr. Quand elle complètement. communique dans l'au-delà avec son fils par les guirlandes, il y a quelque chose qui me prend vraiment très fort. Déjà parce que cette actrice est extraordinaire, je trouve. J'y crois vraiment. Enfin, moi, je trouve que les deux parents sont vraiment très très bons. Ouais, ils sont très très bien. Et du coup, moi, je suis pris, et je dois avouer, tu parlais de Flippette quand on était petit, je dois avouer que c'est un film qui continue à me faire gentiment peur malgré tout, parce que les histoires d'esprit me foutent toujours un peu les boules, en fait. Et toi, t'as peur avec Poltergeist, Liam? Peut-être pas peur directement, mais je trouve qu'il y a quand même une inquiétude, l'inquiétude de la perte de la famille, évidemment dans la structure de la famille américaine qui peut paraître assez classique, mais qui ici, comme déjà dit, justement, a une certaine vie. Mais il y a également cette inquiétude de la mort, pas directement en confrontation, mais c'est un film qui parle quand même énormément de mort. Oui, c'est logique, on parle quand même de Poltergeist, fantôme, mais dans sa manière dont, notamment, Caroline voilà, parle de son oiseau, la manière dont justement le film interroge un peu Ah cela. oui, il y a un mort. Hein. Il y a C'est l'oiseau. Oui, voilà. Et c'est la mort la plus grave. Non, mais plus sérieusement, je trouve que ça ajoute une certaine, j'ai pas envie de dire amertume, mais une certaine mélancolie finalement. C'est un film qui assume son aspect mortel, son aspect funeste, mais jamais directement évidemment comme une vraie confrontation. Il y a une inquiétude, mais qui se dérègle un peu ailleurs, je trouve. Dans une certaine force de vie. Je ne sais pas si ma phrase est assez française. Si, on a compris. Ça marche, parce que malheureusement, on n'a pas les sous-titres ici pour mieux me comprendre. Non, mais on va enlever ta voix, on va mettre une autre qui va refaire tes parties. Parce que moi, en fait, là où je voulais rebondir, c'était sur le côté soi-disant non horrifique ou peu horrifique. Ouais. En fait, je pense que c'est un film qui fonctionne bien dans sa construction et sur la préparation de son climax, parce que pour le coup, vraiment, là, quand on arrive au climax final avec les créatures que ça convoque, là, il y a des représentations qui vraiment me font flipper, quoi. Je pense que j'ai bien fait de ne pas regarder ça avant mes 12 ans, parce que quand il y a l'espèce d'énorme crâne qui sort de la porte, ou même certaines créatures qui ressemblent vraiment à des démons. Surtout, oui, la fameuse bête de Beast blanche là, qui apparaît à la mer dans l'encadrement de la porte est vraiment étonnante. Et alors, comme tu le disais, alors là, on n'est plus sur une séquence gore, mais pour le coup, vu qu'on est dans une situation de tension, ça peut faire peur aussi. C'est la scène où effectivement il y a l'un des travailleurs du centre du paranormal qui s'arrache le visage, ou en tout cas il rêve qu'il s'arrache le visage. La scène est vraiment un peu horrible à regarder parce qu'elle est vraiment très gore. Et j'aimerais souligner un truc qui est qu'à l'époque, le PG-13 n'existait pas encore aux États-Unis. Hein. C'est une classification qui est arrivée à peu près au milieu des années 80. C'est avec le Temple Maudit, je pense. Oui, c'est notamment avec le Temple Maudit et je pense un autre film. Et moi, j'aime bien penser que Poltergeist avait peut-être été le premier coup de bélier dans la porte, parce que ce film-là, classifié tout public, avec une scène comme ça au milieu, t'as envie de dire oula, ouais, quand même, à mon avis, t'as dû faire une petite génération de traumatisés, quoi. Mais voilà, pour moi, ces éléments-là fonctionnent vraiment bien en fait en termes horrifiques. Faut pas avoir peur tout le temps pour avoir un film qui fait peur. Non, tout à fait. Mais c'est justement pour ça, je trouve que le film fonctionne aussi, parce que toute cette installation de toute la première partie, comme disait Antoine, tu t'attaches vraiment à cette famille, tu as vraiment envie que tout se passe bien. Et quand les choses commencent à arriver, et je pense que c'est pareil, je vais faire comme Liam, comme disait Antoine, mais le casting joue un rôle énorme là-dedans, parce que les parents t'y croient à fond, quoi. Parlons un peu d'eux d'ailleurs, parce qu'on ne cite pas. Donc c'est Craig T. Nelson dans le rôle du père, et c'est Jobeth Williams dans le rôle de la mère. Et puis il y en a bien sûr surtout le personnage mythique qui est Caroline Heather O'Rourke. La petite fille. Heather O'Rourke, en le prononçant à la française pour être compréhensible dans le micro. Quelle pauvre petite fille. Oui. Dont on va reparler forcément, parce qu'on va parler des suites, et on va parler de son destin. Et comme on a parlé aussi d'effets spéciaux, derrière les créatures, on a Richard Edlund qui vient de Industrial Light and Magic, et qui va quitter Industrial Light and Magic, et on va retrouver en fait un peu ses émules sur les suites au niveau des créatures. Mais aussi, je voulais te dire, en termes d'horreur, moi je trouve que, tu parlais de climax, il y a effectivement ce bestiaire qui est étonnant, parce qu'il n'a aucun sens d'une certaine façon, ce bestiaire dans le film, et par rapport aux suites non plus, d'une certaine façon. Mais il y a aussi surtout
après l'apparition de ces créatures, tu as ce final vraiment, je trouve, très horrifique du surgissement de tous ces corps dans la maison, dans le jardin, dans la piscine, etc. Il y a un truc, Tout à fait. on retrouve typiquement l'horreur de Spielberg de ses aventuriers de l'Arche perdue, où en fait il y a un grand plaisir à montrer des corps décharnés dans l'imaginaire de Spielberg, qu'on retrouve totalement ici. Ouais, je trouve aussi que c'est là que le film trouve entre guillemets sa vraie horreur. Justement, on est sur un film qui crée une inquiétude sur la disparition, l'absence de préhension sur les événements. On a d'abord cette scène, comme on en parlait, de la peau qui est arrachée, qui fonctionne pour moi toujours très bien. Il y a un petit coup de vieux, mais franchement, ça passe. Et avec cette scène, cette scène d'apparition des cadavres par la suite, on est vraiment dans cet aspect organique où finalement la mort n'est plus une idée, une illusion. On est vraiment confronté à celle-ci dans quelque chose qui est encore plus repoussant, plus j'ai envie de dire quand même dérangeant d'une certaine manière. C'est pas le film, encore une fois, le plus graphique qui soit, mais pour un film grand public dans sa classification américaine, je trouve qu'il y a cette idée visuelle qui renforce et la le mal. rumeur voudrait que ce soit de vrais cadavres. Oui, il y a une rumeur qui dit ça, effectivement, qui justifierait La fameuse malédiction. Mais je voudrais rebondir ce qui est bien, sur ce c'est que dit que Liam. Toby Hooper reste au moins cohérent dans tous ses films. Mais pour rebondir sur ce que dit William, c'est qu'il y a aussi, je trouve, une grande cohérence thématique dans l'horreur, dans le surgissement de cette horreur à la fin. C'est qu'on a justement sous ce vernis des suburbs américains, tout d'un coup, et ce qu'on retrouve vraiment aussi chez Joe Dante, etc. Mais c'est tout d'un coup, vraiment, on gratte le vernis, et c'est vraiment ce qu'il y a littéralement en dessous ici, c'est-à-dire tous ces corps qui sont restés sous cette banlieue, qui tout d'un coup viennent fracasser le vernis ou le miroir de l'Amérique. Et même dans le côté... Donc on représente un petit peu la famille idéalisée dans ces années 80, et en même temps il y a un petit côté un peu sale gosse. Moi je me souviens que dès la première fois où j'ai vu le film, et ça me l'a refait là en le revoyant, le truc où je me dis quand même, ah ouais, ils ont fait ça, c'est au moment où tu les vois tranquilles dans leur chambre en train de se rouler un pétard. Ouais. Ça c'est super drôle, hein, parce qu'effectivement... Mais il y a un côté sale gosse chez tous, parce que même chez la gamine qui pourrait être mignonne d'entrée de jeu, quand on se dit, oh la pauvre, quand elle enterre son canari, puis tout de suite elle est, ouais, est-ce que je peux avoir un poisson rouge maintenant? on a tout ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'essayent pas de les rendre uniquement propres sur eux, gentils, etc. C'est qu'ils les montrent vraiment comme des gens avec des défauts, comme nous, etc. C'est vrai, ça les rend d'autant plus humains. Quoi. Ouais. Oui, le frère et la sœur qui se bagarrent un petit peu, qui n'arrêtent pas de se chamailler, mais pas de manière... Encore une fois, on n'a pas cette artificialité qui peut paraître un peu habituelle dans la représentation américaine de la famille où ça se chamaille, mais on sait bien. Il y a une vraie vie derrière. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant là-dessus, et j'espère ne pas tramer un point par rapport à ce biais, mais le fait que le film démarre par un écran de télévision et termine par cette télévision qui est évacuée, c'est une manière également pour moi de repousser un peu cette imagerie de la famille américaine et justement d'y plonger de manière réelle, un peu comme je vais faire un lien un peu trop fort peut-être avec la télé-réalité, où on débarque dans le quotidien d'une famille et finalement on parasite par notre regard leur existence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu parles de la maison, on parlait d'esthétique, etc. Je ne sais pas si vous avez regardé les making-of un peu, Poltergeist. Est-ce que vous avez vu comment ils ont fait disparaître la maison? Donc la maison quand c'est une maquette. Hein, ouais, en fait c'est une maquette. Donc la maison à la fin quand elle disparaît, elle se fait aspirer par le sol. En fait c'est une maquette de maison qui a été aspirée par ils ont construit un genre d'aspirateur qui aspirait la maison par en dessous. Et en même temps, ils donnaient des coups de fusil dans la maquette pour que ça se déconstruise au fur et à mesure et que ça puisse aller plus vite dans le trou. Je trouve ça exceptionnel. Il faut vraiment voir le making-of de Poltergeist. Et aussi sur la chambre, quand la mère glisse au plafond, etc. Avec cette immense chambre. Quelle folie. Un peu comme dans Freddy. Oui, tout à fait. C'est vraiment hyper bien foutu. D'ailleurs, on parlait de films d'horreur un peu édulcorés pour être plus familial. Il y a des choses qui ont été retirées et changées. Par exemple, cette scène de la mère qui commence à glisser sur le plafond, etc. À la base, il y avait une espèce de gigantesque monstre tentaculaire au mur qui l'entraînait et qui pulsait. Et en fait, la scène faisait vraiment presque viol. Ah ouais? Oui, il y avait quelque chose de très sexualisé en fait dans la scène. C'est comme si la mère était en train de se faire violer par cette créature. Et donc finalement ils se sont dit non, on va retirer. En voyant le résultat, ils se sont dit on va retirer ce monstre, on va le faire sans, on va garder le côté esprit uniquement. Et alors dans le déroulé narratif des choses, donc comme je le disais, il y a un aspect que j'aime beaucoup dans ce film qui est le côté immédiat res, on commence directement dans l'action. Et il y a aussi un autre aspect, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure Antoine, hein, mais c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a un personnage principal quand je regarde Poltergeist. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de presque un peu choral, et c'est pas uniquement au niveau de la famille. C'est-à-dire que même quand des personnages que a priori secondaires
arrivent dans le récit, et notamment les les travailleurs du centre paranormal et l'exorciste, à défaut d'autres termes, je l'appelle l'exorciste, ils ont une vraie corporalité, ils ont une vraie existence dans le récit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, complètement. Oui, tout à fait. On glisse parfois dans leur point de vue, effectivement, complètement. Ce qui d'ailleurs, d'un point de vue de l'écriture, est assez surprenant parce que ça pourrait ne pas marcher du tout. Et je trouve que dans ce film-là, c'est seulement vraiment en les revoyant tous les trois là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de personnage principal, que c'était vraiment la famille, plus une famille qui s'agrandit de plus en plus à mesure qu'elle essaie de se reconstruire. À la limite, on pourrait croire que c'est Caroline, mais elle disparaît, donc forcément le film doit proposer quelque chose à partir de là. Mais je trouve ça étonnant que le film tienne malgré ça en termes de récit. Et il y a vraiment quelque chose de récit qui, de nouveau, je pense, potentiellement tient très fort à Spielberg. Il l'a écrit. D'ailleurs, au passage, on parlait d'écriture tout à l'heure. On n'a pas cité donc, les deux scénaristes. Donc il y a Mark Victor et Michael Grace qui auront aussi écrit le deuxième, et surtout en fait Spielberg a fait appel à eux parce qu'en fait la personne qu'il voulait pour écrire le scénario n'était pas disponible. Je sais pas si vous savez qui c'était. Non. Stephen King. Ah mais oui, Stephen King. Ah mais oui, il a jamais répondu. Oui, ça. mais il y a eu plusieurs, pas que pour ce film, pour beaucoup de projets en fait il a jamais répondu. King, en même temps, c'est un film qui, dans sa mécanique, transpire la vision kingienne effectivement de l'horreur. Totalement là. On est bien d'accord. Il l'a pas écrit, mais il aurait pu l'écrire. Ça aurait été un peu plus violent, mais ce côté effectivement que tu évoquais au tout début de cette horreur dans un espace contemporain, ça c'est typiquement l'approche de King qui n'a pas inventé, parce que c'est plutôt Matheson, Richard Matheson juste avant lui qui est l'inspirateur de King, qui a fait ça en premier, mais voilà, la grande figure de l'horreur moderne c'est quand même King, et lui son principe c'est ça, c'est vraiment d'ancrer les techniques et les figures fantastiques traditionnelles dans le contemporain, et aussi d'utiliser les objets du quotidien et les objets les plus représentatifs de leur époque comme vecteur d'horreur, comme l'écran de télévision dans Poltergeist. Donc effectivement c'est très kingien dans l'approche. Et puisque tu parles de Matheson, je ne sais pas si vous saviez qu'il y a eu un procès autour du scénario de Poltergeist, procès des créateurs, non en tout cas des scénaristes d'un épisode de la 4e dimension, Lost Little Girl, où il y a une gamine qui disparaît aussi dans une espèce d'entre-deux, avec des gens qui vont essayer de la récupérer. Et donc il y avait effectivement une certaine proximité. Proximité qui est arrivée tardivement, parce que dans les premières versions, les premières réflexions entre Spielberg et Toby Hooper, Caroline devait mourir en fait. C'est vrai, j'avais dit ça. Et bon, ils ont préféré finalement aller la sauver, et du coup, en allant la sauver, le scénario s'est mis à ressembler plus à cet épisode, qui est l'épisode 26 de la saison 3. Qui était scénarisé par Matheson, c'est ça que tu dis ? Oui, tout à fait. Scénarisé par Matheson, ou en tout cas basé sur une histoire de Matheson. Je ne sais plus si c'est lui-même qui l'a scénarisé, mais en tout cas basé sur une histoire de Matheson, effectivement. Tu fais bien de me le redire, parce que je n'avais pas fait le lien. Du coup. Je suis en train de me dire où est-ce qu'il oui, tout à fait. Donc voilà, histoire de tout dire sur l'histoire, sur le scénario de Poltergeist. C'est pour ça qu'on t'invite, Antoine. C'est pour ne plus devoir préparer nos épisodes. J'imagine qu'on peut encore un petit peu revenir sur cette histoire de qu'est-ce qui est Spielbergien, qu'est-ce qui pourrait être de Toby Hooper, on en a parlé, mais moi il y a un truc, pour moi il y a un plan qui est emblématique de Poltergeist, au-delà je veux dire de l'imagerie et de l'icône de Heather O'Rourke face à l'écran de télévision. On en a brièvement parlé tout à l'heure de cette histoire de chaise, ce plan séquence, pour moi c'est tellement du pur cinéma, ce plan séquence où la mère dans la cuisine, elle râle, elle repère le fait que toutes les chaises sont écartées de la table. Elle râle un peu, et on a un premier surgissement. On a un plan, on sent que ce plan est construit pour durer. Le plan séquence est typique de Spielberg. Oui, tout à fait. Et on sent que ce plan est construit pour durer d'entrée de jeu. Et généralement, moi, ce que j'aime bien dans l'horreur, dans ce type de plan, c'est que c'est un plan d'où le surgissement est possible. Or là, on a un premier surgissement qu'on ne s'attend pas du tout. C'est une main dans le dos qui est la gamine, en fait, qui vient du bas de l'écran, qui vient tirer sur le pull de sa mère qui est en train de regarder vers le fond de l'écran, vers les chaises. Et en fait, ce premier surgissement nous éloigne de là d'où viendra la surprise. Dans un premier temps, on se dit la surprise va venir des chaises, puis on a un surgissement de cette gamine qui nous éloigne de là. Et on a la mère qui remet les chaises à leur place, en engueulant les enfants en disant « Vous avez encore fait ça ce matin, je vous ai déjà demandé de remettre les chaises contre la table quand vous avez fini de déjeuner. » Et puis elle s'éloigne, revient vers la cuisine. On a un panneau de la caméra qui suit la mère, qui va du côté des armoires. Ça prend
à peine 2-3 secondes, et elle se retourne et toutes les chaises sont en pyramide sur la table à Oui, ce moment-là. incroyable. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Bah, ils ont préparé le truc est fixé, il y a des régisseurs sur le côté. Je pense qu'il y a un régisseur par chaise pour les chaises à retirer, et puis tu as cette pyramide qui est déjà construite, qu'on pose sur la table. Il faut une bonne coordination. Des plans séquences en ciné, c'est des chorégraphies, il faut voir les making-of, quoi. Mais ici, c'est un plan de séquence en fait qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en place, mais dont l'efficacité est absolument redoutable. Et il y a quelqu'un qui a repris exactement le même plan dans sa carrière. Pas son premier film, le premier film qu'il a fait connaître. Shyamalan. Exactement. Oui, avec les armoires ouvertes. Les tiroirs et les armoires ouvertes dans le sixième sens. Tout à fait. Et c'est clairement repompé, repris. Enfin, en même temps, ça marche très bien dans le sixième sens aussi, mais c'est vraiment la même idée qui est reprise. Des héritiers de Spielberg, tout ça. Ouais. Et en parlant d'héritiers de Spielberg, moi, il y a un film auquel j'ai pensé, notamment lors de l'attaque de l'arbre. J'ai pensé à Bayona. Bayona avec quelques minutes après minuit. Je sais que lui aussi, c'est quelqu'un qui est très très influencé par Spielberg. Et là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression qu'il y a eu une filiation entre cette scène de Poltergeist, comme s'il l'avait pris, qu'il en avait fait tout un film, quoi. Moi, je voulais peut-être encore aussi revenir. Je n'arrête pas de prendre la parole, mais c'est parce que comme j'entends qu'il y a des silences, du coup, je meuble. Il y a vraiment un point, je trouve aussi, où Spielberg et Tobe Hooper se rencontrent vraiment. C'est la gestion de la lumière. Complètement. Alors ça, c'était de toute façon quelque chose que je voulais évoquer, mais là où je l'ai senti, c'est lors du climax final où il libère la gamine. Il y a un truc avec un contre-jour, mais qui en plus fait un très cinéma classique, même dans la façon dont les émotions sont exacerbées à ce moment-là entre le mari et sa femme. Je suis là, mais en fait, ça pour le coup, ça ressemble vraiment à Spielbergien. Oui, mais il y a les effets des stroboscopes viennent clairement aussi de chez Hooper, qui les utilisait entre autres dans son film précédent, dans Funhouse. Mais on a en tout cas, on a une gestion de la lumière qui vraiment, le fantastique naît énormément de la lumière dans ce film. Et il y a vraiment un travail dessus qui est dingue. Est-ce que quelqu'un sait qui était le chef-op ? Je ne sais plus qui est le chef-op sur... Le chef-op de Poltergeist ? Ouais. Le chef-op, c'est Matthew Leonetti, mais je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Mais c'était dans ses premiers travaux, en fait. Il a plus travaillé par la suite. On l'a retrouvé ensuite sur, effectivement, Too Fast, Too Furious. Bien. Bien, très bien, ça. Sur le Butterfly Effect, sur le remake de Dawn of the Dead, et Strange Days, dans les films plus proches dans le temps, et encore on était dans les années 90, mais pas tellement étrangement, franchement, par rapport au travail délirant qui est fait dans le... C'est hallucinant. Dans le film, je trouve ça étonnant de ne pas le voir dans plus d'autres grands films. Ah, il était sur Commando. Ah, mais parfait, ça, voilà. Vincent va être content. Mais alors, Christophe Mavroudis n'est pas là, mais Vincent, est-ce que tu as aussi des choses à dire sur la musique ? Non, absolument pas. non, c'est une musique de Jerry Goldsmith, mais voilà, moi c'est pas forcément. Elle est terrible, la musique. Elle est extraordinaire. La musique. Elle est extraordinaire. Ah bah, je vous Moi, j'ai rien d'autre à dire à part c'est vraiment bien. Non, le thème de Caroline c'est pas le thème principal, mais le thème de Caroline reste vraiment. On a de nouveau un thème du merveilleux plutôt en fait, très Spielbergien aussi. Non, je suis d'accord. Très peu horrifique de nouveau. Oui. On a une musique beaucoup plus merveilleuse qu'horrifique effectivement. À fond. Et peut-être du coup un glissement vers le 2, mais Jerry Goldsmith qu'on retrouve au 2 et qui refait de nouveau je trouve une partition assez délirante pour le 2, je veux dire qui semble extrêmement, qui semble presque démesurée par rapport à ce que le film finalement propose, mais on a à nouveau une partition qui plonge dans le merveilleux complet au point d'en pour être... le 2 ça. Pour le 2, tout à fait. Au point d'en être un peu cheesy d'ailleurs. Ben on peut peut-être embrayer si à fond, oui. Ça va. Tu nous pitches le 2 ? Oui, alors rapidement. Quelle année, qu'est-ce tout qui se ça passe dans le 2 ? Ah, l'année, je dois dire l'année. Bah oui. C'est 4 ans plus tard. C'est 4 ans plus tard. C'est 4 ans calculer. Je pense que c'est 4 ans. tard, Après, donc on est en 86. Ça doit être Bien. ça. Oui, 86. Et le troisième, 88. On est en 86, mais moi j'allais simplement pitcher le film. Vas-y, pitch le film. Non, mais qui est simplement bah oui, en fait, c'est un film qui a du succès, Poltergeist. Donc fatalement, qui dit film à succès, qui engrange du pognon. On est dans les années 80, on fait des suites, voilà. C'est ça. Et la fin du 1 se prêtait bien en plus. La suite, fin du 1 s'y prêtait. Il n'y a pas de mort déjà. Oui, il n'y a pas de mort, relativement bien. Alors en fait, c'est vrai qu'à la fin du premier film, on voit la maison disparaître, il y a les cadavres qui sortent du sol, et c'est le moment où le père découvre en fait qu'ils avaient enterré ça sur un ancien cimetière et n'avaient pas déplacé les corps, il le découvre à ce moment-là. Ce qui d'ailleurs, là à nouveau je continue un petit peu sur le 1, est quelque chose qui me dérange un peu quand je regarde le 1, parce qu'il y a des effets paranormaux qui arrivent dans sa maison, et
le gars pour qui il bosse, le genre qui s'occupe, le promoteur qui s'occupe du parc immobilier, lui dit en fait on a déplacé un cimetière et il met pas les deux trucs en lien, tu vois, à ce moment-là. Moi ça me gêne beaucoup parce que je me dis mais t'es en train de vivre des trucs paranormaux et ça par exemple c'est un truc que corrige le remake, c'est-à-dire qu'au moins on te donne les informations dans le bon ordre. Je veux dire, normalement à ce moment-là tu te dis mais il y a quelque chose que vous me cachez avec ce cimetière, ça c'est sûr. Et donc le fait qu'il le découvre tout à la fin, moi je trouve ça un peu étrange, mais donc il s'enfuit avec sa famille, tout va bien, et là on les retrouve un an après dans le 2 et ils ont trouvé refuge chez la grand-mère, donc c'est la mère de la mère de Diane. La mère de la mère. De Diane. De Diane. Et là, on découvre qu'en fait, il y a une présence qui les a pas tout à fait lâchés. Et parallèlement à ça, l'exorciste du premier film Tangina, voilà, c'est ça, merci. Fait des recherches dans ce qui reste du terrain où il y avait la maison de cette famille et découvre que il y a une cavité sous la maison où en fait elle trouve des tas de squelettes, donc c'est pas juste un cimetière, il y a vraiment une espèce de grotte avec tout un tas de squelettes, et donc elle appelle son super détective spirituel qui est incarné par j'ai oublié son nom mais c'est l'Indien de Volutsuno Coucou, qui s'appelle Taylor dans le film, qui est apparemment un vrai sorcier. Si les sorciers existent. Était un vrai sorcier amérindien. Voilà. Et donc, qui a été engagé sur ce film et donc qui cherche à retrouver cette famille et à leur dire attention, il va falloir vous préparer parce qu'il y a cette bête qui cherche à vous atteindre et à nouveau à récupérer Caroline. Et donc, la seule façon de le battre, c'est d'être soudé. À côté de ça, il y a aussi la fameuse grand-mère. On découvre qu'en fait, elle est extra-lucide et que sa petite fille et sa fille ont apparemment plus ou moins hérité des mêmes pouvoirs, et tout ça va les aider à se défendre face à cette présence qui, pour la première fois dans Poltergeist 2, est incarné. Est incarné par un acteur dont j'ai oublié le nom. Julian Beck. Il est incarné par Julian Beck, qui est en train de son dernier rôle, qui est en train de mourir d'un cancer de l'estomac en fait. Il meurt quelques mois après le tournage. Et en fait, ça lui donne une physicalité. Il était déjà mince à la base, mais il a une physicalité presque émaciée, complètement émaciée. On dirait un cadavre. Ouais. On dirait un cadavre ça, ambulant. Et donc ça marche bien. Il est très inquiétant dans le film. Et donc voilà un peu pour ce qui se passe dans ce film-là. Alors juste pour préciser, l'acteur amérindien qui jouait aussi dans Volutsuno Coucou et Will Sampson, on le voyait aussi dans José Will sur la loi, entre autres. Et je trouve qu'il a le même bas du visage que Régine, la reine de la nuit. Et ça m'a perturbé tout le temps. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps pensé à elle et ça m'a perturbé pendant le visionnage du 2. Mais donc tu parlais de Julian Beck et il y a un truc qui fait que le 2, on va tous venir dessus, il est quand même partiellement foireux sur certains points, mais le révérend Ken... On a oublié de préciser que c'est pas Toby Hooper qui l'a réalisé. Non, déjà. Bien sûr. Non. Alors, c'est Brian Gibson. Brian Gibson, moi j'ai... C'est plus Spielberg, c'est plus Hooper, il n'y a plus personne. Spielberg ne produit pas non plus, je pense. Non. Et alors Brian Gibson, c'est marrant, c'est le seul réalisateur anglais qui se soit trouvé dessus, et surtout à la base il a fait pas mal de captations de concerts punk auparavant, punk et musique indie, on va dire, années 80. Vous avez besoin d'un film punk, hein. Mais, oui, ce qui ne l'est pas trop d'ailleurs. Mais c'est assez surprenant. On se demande un peu comment il s'est retrouvé là. J'ai pas vraiment réussi à retrouver pourquoi lui et comment lui. Par après, il fera le biopic sur Tina Turner. Il fera un biopic sur Joséphine Baker, qui est un biopic, un téléfilm qu'on n'aura jamais vu nous ici. Et puis surtout, il a fait un film que j'aime assez bien, Still Crazy, qui est un film sur un groupe de rock anglais. Avec entre autres Bill Nighy dans le rôle principal et un groupe de rock qui se reforme, groupe de rock qui avait cartonné dans les années, de hard rock qui avait cartonné dans les années 80 et qui se reforme au début des années 2000. Mais donc vraiment une carrière où rien ne se vraiment centré sur la musique, sauf sur Poltergeist 2. Oui, effectivement, centré majoritairement sur la musique, à part un autre film qu'il a fait qui n'était pas musical, je sais plus ce que c'est. La Jurée. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Demi Moore et Tommy Lee Jones. Pas du tout. Je le regarde tous les jours, c'est mon film de chevet. C'est totalement faux, mais voilà, vous y avez cru 2 secondes. Mais oui, effectivement, pourquoi ce film ? Pourquoi un film d'horreur ? Il n'en aura plus jamais fait par la suite, d'ailleurs. Effectivement, c'est quand même là que le bas blesse, je trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées dans la manière dont il enrichit un peu le lore, un terme qui est un peu plus récent, mais la manière dont il essaye de prolonger l'univers avec effectivement cet ennemi qui trouve une
tangibilité, un aspect palpable qui en tout cas fonctionne très bien sur moi. Il y a aussi quand même quelques moments qui m'ont un peu touché. Le décès de la grand-mère, la discussion avec le téléphone jouet, c'est quelque chose qui est assez simple, mais qui arrive par le jeu de l'actrice à trouver une certaine émotion. Ben oui. Et en même temps, ça n'arrive pas à être transcendé visuellement. Et c'est peut-être ça que j'ai le plus regretté. Il y a plein de bonnes idées. Il y a quelques scènes horrifiques qui fonctionnent assez bien. Mais ça n'arrive jamais à aboutir aussi bien que le premier. Ouais. Bah oui, en fait, tu as l'impression que le gros acte manqué de Poltergeist 2, c'est d'avoir ouvert la porte, de dire on t'a montré avec le premier qu'il y avait quelque chose après la mort. On va un peu jouer sur cette corde-là, notamment avec le décès de la grand-mère, mais ça va pas vraiment plus loin, alors qu'il y aurait pu y avoir tout un processus lié au deuil, lié à d'autres choses. À nouveau, on aurait pu rester sur quelque chose de pas totalement horrifique pour travailler peut-être d'autres émotions, sauf que là, on a l'impression que le film est toujours le cul entre deux chaises. Et alors, il y a un aspect aussi que j'ai oublié de mentionner. Déjà, j'ai pas mentionné le fait que les corps qu'on découvre sous la maison, en fait, c'est une espèce d'ancienne secte et que le gars en fait a entraîné plein de gens vers la mort et que donc ça a créé cette espèce de force ultra maléfique parce que les gens ils n'arrivent pas à passer cette étape du purgatoire, quoi. Et alors il y a un aspect aussi que j'ai pas évoqué, qui est que la famille, comparé au premier film, là, ils ne sont que 4. Ouais. Parce que l'actrice Dominique Dune, on en a même pas de Griffin Dune. On n'en a même pas parlé pendant le premier film. On a dit qu'il y avait deux enfants, mais il y en avait 3. Oui, en fait, il y en a 3, mais c'est parce que déjà elle est plus discrète dans le premier film, mais en fait dans le 2 elle n'apparaît pas, elle est juste complètement éludée, tout simplement parce que l'actrice en fait est morte, assassinée par son conjoint peu de temps après la sortie du premier film, et donc elle n'a pas pu tourner. Mais c'est étonnant qu'ils n'aient pas ressenti le besoin de justifier quand même son absence. C'est incroyable, ça. En disant genre elle est à l'UNIF tout simplement. Ouais, non, oui, mais visiblement ils l'ont fait plus par respect. Ils l'ont fait par respect pour elle et sa famille. Faire croire qu'elle n'a comme jamais existé. En même temps, effectivement, c'est à l'UNIF. Est-ce qu'il est nécessaire de faire en sorte que les parents l'expliquent ? Mais en effet, c'est surprenant. Et effectivement, chaque disparu dans Poltergeist va amener des questions de représentation in fine à l'écran et de choix. Et il y a cette fameuse question, on l'a rapidement évoquée, mais c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, qu'il y a cette rumeur, cette théorie qui dirait que les tournages des Poltergeist sont maudits. Mais ils sont maudits. Voilà, c'est ça, qu'il y a une espèce de malédiction autour de ces films, parce qu'en fait c'est vrai que beaucoup de gens qu'on voit dans ces films-là finissent par mourir peu de temps après les tournages, mais en même temps il y en a qui étaient très vieux et très malades. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a quand même 3 qui sont morts de problèmes gastriques, c'est ça qui est surprenant aussi. Il y a Will Simpson, donc cet Amérindien, il y a donc Julian Beck, le révérend Ken, et il y a Heather O'Rourke, donc je vais pas dire qu'on spoil parce que c'est pas dans les films, mais donc la gamine Caroline, la fameuse gamine, meurt le dernier jour de tournage du 3, et il y aura un reshoot après sans elle. Mais effectivement, donc il y a cette espèce de malédiction. La première victime de cette malédiction étant Dominique Dune, en effet assassiné par son conjoint. Ouais, super dark en plus quand même. C'est la première cette première mort là. D'ailleurs, à propos de malédiction et d'idées un peu complotistes, est-ce que vous saviez dans le scénario du premier quel était le numéro de chambre de motel sur laquelle se termine le film ? Attends, quoi ? Donc, à la fin du premier, ils vont dans une chambre de motel, puisque leur maison vient de se ratatiner, et la chambre dont ils sortent la télé. Quel était le numéro de la chambre dans le scénario ? 132. 237, comme celle de Shining. Shining, ouais. Tout est lié. Tout est lié. J'avais une chance sur 1 million. Moi, j'allais dire 237 parce que... on a eu cette question par rapport à Shining il y a 2 jours ensemble. Et j'aimerais bien rappeler quand même qu'on a gagné le quiz de Noël du cinéma. Voilà. De notre patelin. Exactement. On est fiers. Mais c'est quand même intéressant cet aspect de représentation du personnage, pour revenir là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui actuellement fait un peu plus débat quand on voit la manière dont on réutilise des acteurs décédés, leur image numérique, etc. Et c'est vrai que c'est le genre de choses où à l'époque, c'est passé très, pas nécessairement en revoyant le film, mais où maintenant on aurait des gens qui feraient des remarques sur la manière de gérer le personnage, de gérer l'héritage de l'actrice, alors que tout simplement on ne se posait pas des soucis comme ça à l'époque. J'ai l'impression que je pars en... Non, pas du tout. Ceci dit, c'est une question qui remonte très précisément à l'époque, dans le sens où le premier gros procès sur ce genre de questions, c'est celui de Retour vers le futur 2. Avec son nom m'échappe, Crispin Glover. Voilà, tout à fait. Oui, on est à peu près dans ces eaux-là. En plus, dans la même zone. Par rapport à ce film, il y a effectivement, j'aime beaucoup que tu parles de lore, parce que c'est vraiment ça. Il y a ce lore très particulier, puisque déjà, cette espèce de bête dans le premier, quelque part, ne fait pas vraiment sens, même si j'adore cette créature, je la trouve absolument incroyable. Mais ici, on a tout un autre bestiaire qui va être convoqué, qui d'ailleurs, à la base, on en demande la création esthétique à H.R. Giger.
Ouais. Oui, ah oui, tout à fait. donc le créateur entre autres de Alien, donc cet artiste suisse complètement barré. Et, Ce qui va donner la meilleure scène du film d'ailleurs. Hein. oui, mais apparemment lui-même n'est pas satisfait du résultat de ces créatures. C'est pas comme ça qu'il les voit. Mais effectivement, il y a une scène particulièrement horrifique. Je te laisse. C'est ça. Bah, où il vomit une créature, là, où il avale un verre et puis il est comme possédé. Le père est comme possédé et tente d'ailleurs de violer sa femme. Enfin, c'est vraiment une scène très marquante, je trouve, et très réussie celle-là. Et puis il finit par revomir ce verre qui en fait a grandi dans son corps. Et ça génère une sorte d'entité démoniaque qui grandit très vite et qui devient alors une sorte de monstre un peu Lovecraftien, mais un peu Lovecraft en carton quand même. On n'est pas très loin d'Alien, hein, finalement. Ouais, tout à fait. Bah oui, il y a toutes les obsessions sexuelles, d'ingestion, etc. de Giger qui se retrouvent un moment dans cette scène, quoi. Qui est pas géniale, mais qui est quand même globalement plutôt réussie, je trouve, dans l'ensemble du film, quoi. Oui, elle est assez efficace, effectivement. En tout cas, le moment où il régurgite ce truc de plus en plus gros, c'est assez impressionnant. Et je trouve que la créature qui rampe juste après coup, qui commence à se former peu à peu, est vraiment flippante. Oui. Et qui était dans le costume ? C'est un vétéran du Vietnam. Ah d'accord. Qui s'appelle Noble Craig et qui est sans bras ni jambes et qui n'a qu'un œil. Et ben voilà, je me faisais cette réflexion, je me suis dit mais en fait ils ont trouvé vraiment, je sais pas comment dire, un homme tronc en fait. C'est parce que quand on le voit bouger, je m'étais dit mais c'est pas possible, comment autrement que comme ça ? Et ben en fait effectivement. C'est comme effectivement, ça. Ouais, c'est du comme pur ça. cinéma d'exploitation. Mais Est-ce qu'il était bien payé au moins ? Ouais, c'est ça. Bonne question. Mais pour revenir justement avec cette attaque tu perds, je trouve que ça accentue un peu. On a vite mentionné Insidious qui, pour moi, parle notamment de charge mentale. Je trouve qu'il y a déjà cet aspect qui est un peu sous-jacent au film, pas directement en avant, mais qui interroge quand même sur la manière dont on fonctionne dans le schéma familial américain, dans le père qui va au travail, la femme qui doit conserver les enfants. Et je trouve que le fait que le don soit un héritage entre filles, ça amène justement un truc en plus, ça amène justement ce questionnement avec cette violence masculine. Et encore une fois, ça fait partie de ces choses qui, pour moi, est assez vite évacuée par le film et pas assez bien gérée. Alors même qu'il y a cette tension qui pourrait fonctionner. Je pense à cette scène du premier. C'est aussi un plan séquence, si je me souviens bien, où l'exorciste, Tangina exhorte justement les parents à trier sur Caroline, à pousser à la punition le père qui dit jamais je ne pourrai mettre une fessée. Et je trouve qu'il y avait cette tension qui est encore un peu présente dans le second film. C'était les parents 2.0 là. Voilà. Vous voulez montrer des parents 2.0, on repense un petit peu le schéma familial, tout à fait. Mais exactement, et résultat, le deuxième évacue un peu ça. C'est présent, mais j'ai l'impression que c'est un peu posé là, de manière assez jolie, comme un vase qui n'est jamais vraiment utilisé. C'est vrai. Oui, en effet. Il y a quelques aspects intéressants pour une suite, je trouve, et on voit que quelque part, ce sont les mêmes auteurs qui reprennent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ferait une suite, on aurait plus tendance à vouloir refaire un peu les mêmes tropes et repasser par les mêmes points obligés du premier pour satisfaire ces horribles fans, que sont les gens en général. Mais ici, ce que je trouve intéressant, mais qui n'est pas totalement abordé non plus, c'est qu'on se pose les questions de l'après. C'est-à-dire qu'il y a toute cette question de l'assurance autour de cette maison qui a disparu, qui est abordée au détour d'une scène, mais que je trouve passionnante, parce que c'est une scène vraiment intéressante dans le sens où tu vois que le père est quand même au bord de la crise de nerfs, qu'il essaye quand même toujours d'en rire parce qu'ils essaient ils sont dans une forme de résilience, etc. Mais le père devient dingue parce que l'assurance leur dit non mais votre maison elle a disparu, donc nous on peut rien faire, faut pas compter sur nous. C'est clairement l'élément faible dans la famille et dans ce deux, c'est le père, hein, c'est le maillon faible de la famille. Faible, tout à fait. D'ailleurs c'est lui qui est testé, il est clairement c'est lui testé qui par doit le révérend. s'entraîner, et qui se fait entraîner par le sorcier amérindien justement, parce que c'est lui, on se rend bien compte que ça va partir de lui. C'est ça. Et c'est là aussi où c'est dommage, où j'ai l'impression qu'il y a une focalisation tout à coup dans ce film-là qui n'existait pas forcément dans... Oui, non, parce que pendant un moment, justement, en revoyant le film, je me suis dit, tiens, en fait, le personnage principal, c'est la mère. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, non, en fait, c'est le père. Donc, de nouveau, ça joute pas mal. C'est juste que dans la première partie, c'est plus la mère. Et puis à partir du moment où le révérend Ken vient mettre le père vraiment sous pression, parce que donc cette entité, cette bête du premier qui est le révérend Ken, donc ce chef de secte qui a emmené tous ses fidèles avec lui dans la mort, revient donc frapper à la maison vers le milieu du film à peu près, et essaye de rentrer en disant il y a quelqu'un de dangereux chez vous. Il parle du sorcier amérindien, il dit il y a quelqu'un de très dangereux, il faut que vous vous en débarrassiez, moi je suis là pour vous aider, mais laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Et le père de justesse ne le laisse pas rentrer, sans savoir qu'il rentrera sous forme d'un verre dans sa bouteille de tequila par la suite.
Mais je dis, il y a un truc par contre qui m'a déçu d'entrée de jeu. Là, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est un réalisateur qui est pas habitué à ces codes-là ou quoi. Mais le révérend Ken, je trouve que son entrée serait fabuleuse si on nous montrait pas d'entrée de jeu avec un effet spécial pourri Ouais, qui est un fantôme. exactement. Ouais. Pourquoi ça? Mais oui, et puis après tu passes ton temps à te poser des questions, comment il arrive à toucher le chien alors que quelqu'un qui ne le voit pas passe à travers lui, Oui, alors que si tu le montres comme un personnage réel a priori, il nous ferait encore plus flipper. Mais oui. Parce qu'on se dit, Exactement. qu'est-ce qu'il veut D'autant que je ne comprends pas non plus comment la mère ne s'inquiète pas plus quand elle voit ce vieux Exactement. prêtre Ça, je me de suis- ses enfants. toucher Mais sa la mère gamine. ne s'inquiète pas assez, globalement. Hein. Ouais. Dès le premier, la mère ne s'inquiète pas assez. Ouais, complètement. Elle est beaucoup trop pisse. C'est Mais je des trouve que joints c'est quelque chose- qu'ils ont fumés dans la Mais chambre. c'est C'est Parents ça. 2.0. Parents Ouais, 2.0, c'est ça. Mais je trouve que justement l'incarnation de cette entité dans un vieillard, moi, est un aspect très malaisant du deuxième qui fonctionne très bien, je trouve, justement. Oui. Tu parlais des rapports hommes-femmes, etc., hein, du côté un peu aussi. Il y a vraiment ça dans ce vieillard obsédé par cette petite fille, pour des raisons qui sont surnaturelles, évidemment. Mais il y a, dans la représentation, c'est quand même un vieil homme qui est attiré vraiment par cette petite fille, et la famille essaie de protéger leur enfant de ce vieillard qui veut absolument en prendre possession de la petite. Et donc il y a quand même un sous-texte là Très qui est belge. fort intéressant, C'est ça. Mais qui est très malaisant et qui fait la force du 2, moi je trouve vraiment. Hein. Oui, de toute façon, rien à faire, ce révérend Ken fait la force du 2. Ah oui, Toutes ces représentations, à part c'est le foiré du début, mais son incarnation, ses représentations, il a traumatisé toute une partie de notre génération, de ceux qui ont grandi en le voyant. Où c'est même pas un effet spécial qui faisait peur au final, c'est juste ça un vieil tronche homme. quoi. Ouais. Un vieux cancéreux. Il y a Parce des que éléments kitsch. Hein. Parce que oui, Oui, le oui. début du film avec les trucs indiens, Ouais, quand on commence le 2 et qu'on voit qu'il rentre dans les machins indiens, on se dit, oh, Oui, quand déjà- tu commences ouais. le 2, tu te dis c'est Où quoi ça va. cette série Déjà, Ça va, aujourd'hui, quoi, c'est ouais. une représentation qu'on pourrait qualifier de problématique, Un tout Ouais, petit c'est peu, ça. voilà, c'est ça déjà. Ouais. à savoir le Magic Indian, Ouais, c'est ça. Il y a ça, qui et n'est puis caractérisé alors- que par ça. C'est ça. Et alors, dans les aspects kitsch que je voulais évoquer, c'est vraiment un moment. J'appelle ça le moment Van Helsing, moi, parce que il y a un moment où, tu vois, où on voit la représentation de la grand-mère qui vient sauver, en fait, les sauver de justesse. Et là, vraiment, la façon dont on la voit, et puis elle s'en va, on dit salut mamie, et puis Le final, quoi. le final, Ah ouais, oui, vraiment. le final est vraiment raté. Le là, pour final, le coup. vraiment, le final, c'est Ouais. niveau Van Helsing. Hein. Niveau Ouais, la fin ouais. de Van Helsing avec le visage dans les nuages, c'est la même chose. Hein. Tout le Ouais. passage dans l'au-delà est complètement raté. Et effectivement. puis Ouais, oui, avec tout à cette fait. entité là en Ouais. carton-pâte qui bouge, ouais, je sais c'est pas, ça. c'est vrai. Alors Il n'y a rien que- qui va, non. Alors qu'ils reviennent, foutu, donc quoi. pour la fin, ils reviennent sur les lieux de leur maison et ils descendent dans cette fameuse cave où se trouvent tous les corps qui sont morts isolés avec ce chef de secte. Et on a de nouveau des scènes de corps qui sont quand même assez impressionnantes. Ouais. Ouais. Et donc on est dans un lieu parfait pour l'horreur et puis ça part effectivement en espèce de dark fantasy, très fantasy. C'est ça. Et, Qui aurait pu être réussi, mais qui, dans les faits, est totalement raté. Ouais, ouais. Ouais, ça ne marche pas. Et qui gâche. Pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus raté du film. Qui, globalement, enfin, je veux le dire, qui, globalement, je trouve se tient quand même plutôt bien. Enfin, moi, je trouve que c'était pas mal de. Oui, il y a des Ouais, choses que ouais. j'aime aussi. Avec l'enchaînement en plus 1-2, c'est intéressant. Je trouve que c'est C'est assez ça, je- cohérent. Ça fait pas directement la copie directe, ça prolonge. Ouais, c'est ça. Ça amène des idées, mais c'est encore une fois l'aboutissement total. C'est vrai, c'est ce qui m'a sans doute le plus énervé avec ce film. C'est vraiment Ouais. qu'on sent qu'il y a de quoi faire une bonne suite, une suite Mhm. assez mémorable, qui ne pourra peut-être pas dépasser le premier parce que ça reste un modèle, mais en même temps, par rapport à un Freddy 2 par exemple, qui allait tellement dans une autre direction, une autre tonalité qui justement parvenait à l'enrichir, ici, Ouais. il manque une certaine singularité, je trouve. Mais c'est tellement pauvre visuellement aussi par rapport au premier que Oui. d'office ça tombe de son piédestal. Hein. Et sur le Oui, côté oui. suite, je crois que c'était avec toi, Antoine, que j'avais discuté de ça, par exemple de Star Wars, qui est qu'en fait, c'est intéressant quand, dans une suite, par rapport aux événements qu'ont vécu les personnages, on te montre des vraies conséquences. C'est-à-dire que les personnages qu'on voit dans le 2 ne sont vraiment pas les mêmes personnes qu'on voit dans le premier volet, parce qu'on sent, on Mhm. sent que ça les a traumatisés, que donc ils ont dû repenser leur vie. Mais c'est Et- amorcé. Ouais. Ici, c'est amorcé, mais c'est Ouais. pas utilisé tellement par la suite. Mais il y a quand même cette amorce, effectivement. Ils ont plus de maison, ils se posent la question de leur avenir, ils vivent chez la grand-mère. Caroline, surtout, et du coup devient une espèce de mini-médium et la mère n'a pas tellement envie que sa mère à elle pousse Caroline dans cette voie-là. Il y a des choses qui pourraient effectivement fonctionner dans ce sens-là. Et puis, effectivement, je trouve un truc intéressant par rapport à la cellule nucléaire familiale américaine traditionnelle, c'est d'être allé vraiment dans des tons très sombres avec la scène où le père est possédé. Et en Ouais, effet, c'est ça. là, tout d'un coup, on a le danger
au sein même de la cellule Oui, familiale. Et je trouve en effet que cette scène, je l'avais complètement oubliée. Je me souvenais de sa transformation, je me souvenais qu'il avalait le verre et qu'il le vomissait, mais j'avais complètement oublié qu'il passait par un passage très dark où il manque de violer sa femme, effectivement, qui est extrêmement saisissant. Ouais. Et on a oublié aussi quand même la scène la plus audacieuse, c'est quand même l'attaque de l'appareil dentaire. hein. Oui. Ça quand même, je veux dire, C'est c'est quand même vrai. quelque chose. Alors ça, là, je veux dire, je il ne sais pas fallait qui a- l'oser Je ne sais là. pas qui a greenlighté ça. Qui se dit, Incroyable. ah là, l'appareil dentaire du gamin Ouais, va l'attaquer. Voilà, c'est ça. Et là, et les producteurs ont dit, banco, vas-y. C'est un peu Ouais. une des seules scènes pour moi qui rappelle un peu les audaces d'attaque du premier en fait. Oui, mais elle a l'air. Elle semble tellement improbable. Ah ouais, Elle est non, quand mais. même fort improbable. ouais. Je crois que c'est dans Pour les. faire le lien avec l'arbre, tu veux dire. Oui, c'est ça. Mais il faut être un esprit particulièrement tordu pour se dire je crois que je vais attaquer par là en fait. Mais oui. Ouais, c'est ça. Par son Après, appareil c'est- dentaire. Après le Et clown. il y en a, tu il y en a vois. dû mettre de film métallique en plus qui sort de sa bouche, ce pauvre Oui. gamin. Parce que- Mais oui. Après, c'est des parasitages de peur d'enfant. Dans le premier, c'était la peur de l'arbre qui pouvait inquiéter le clown. Là, Ouais. c'est Exactement. une peur du quotidien. Moi, je n'ai jamais eu à porter un appareil dentaire. Je touche vite du bois, tentez. Voilà. Mais justement, je sais par La des table de pro- mon grand-père qui d'ailleurs ressemblait au révérend Kane. Donc, Ah bah voilà, tout est lié. Tout est lié. Et justement, cette inquiétude, bon, je vais pas faire le lien à l'inquiétude du dentiste, etc. Mais on a cette inquiétude d'enfant qui va vers l'adolescence, etc. Et je trouve que l'idée est bonne sur le papier, mais le résultat est perfectible. Mais t'as Oui. tout à fait raison. Mais en fait, je pense que le problème, j'avais pas vu ça parce que je pense que le problème, c'est que cette idée n'est pas introduite. On n'a pas le rapport du gamin à son appareil Non, dentaire. Non, Exactement. non, ça Voilà. débarque de nulle part. Exactement. Ouais. Ouais. Il y a juste 2 lignes de dialogue où il parle de se brosser les dents, De je crois, se et puis brosser après, les dents, bam, ouais, il c'est ça. balance. Ouais, tout à fait. il Mais va. si on voit qu'il était traumatisé depuis le début à devoir porter ça, Ouais. comme Et ça aussi, n'importe c'est quel très- gamin à qui tu Parce le que dis. ça aussi, c'est très kingien, de prendre des objets à ce point anecdotiques du Banal, quotidien et en ouais. faire sortir l'horreur. Mais il faut avoir le talent de Stephen King pour que ça marche. Quoi. Ouais. Et comme il ne répond jamais. Voilà. Et Ah, comme il le ne répond salaud. pas. Ouais, Ah, c'est ça. toi non plus, il ne te répond Moi pas non plus, il ne me répond Ouais, pas. non, c'est Écoute, insupportable. j'ai essayé, mais il faut pas. Lui qui a trop de talent, il a pas le time. Bon, cela dit, quand tu fais des films, c'est nul. Hein, donc, Oui, bon. ah bah oui. C'est ça. Un jour on en parlera. Ouais, il vaut mieux qu'il reste au roman. On va passer au Poltergeist 3. Antoine, toi qui es si loquace, tu nous réserverais le film parce que moi je suis nulle en pitch. Je vous réserverai le film. Résumerais. Je suis fatiguée, Et Antoine. déjà Qui a réalisé ce film, Antoine? Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le résume? Les deux. Non, je veux que tu le résumes, que tu fasses un beau pitch. C'est surtout ça en fait. Parce que Tu moi veux que je fasse un je beau fais pitch des très mauvais pitchs et on ne comprend rien à ce que je raconte. Ok. Donc, dans le 3, on fait vraiment un bond géographique. On est à Chicago, Bam. dans une tour On complètement est dans Gremlins moderne. 2. On est vraiment dans Gremlins 2. Dans Effectivement, Poltergeist. Gremlins 2, à mon Ah, avis, mais se oui, il y a un tournait lien. juste à côté. Bah oui, évidemment. Ou Démon 2, je carrément. trouve. Ouais. Et des mondes. Et en fait, Caroline a été envoyée chez sa tante, qu'elle appelle Trish, mais qui s'appelle Pam. Allez savoir pourquoi. Et c'est un problème d'ailleurs pour Mais elle. c'est un problème. Ah oui, ça j'ai pas. Ouais. Et sa tante vit avec. Il y a déjà des problèmes. On Ça- a la deuxième phrase. Sa tante vit avec dans un appartement tout en haut de la tour et elle vit avec le directeur de cette tour. Et ils ont accueilli Caroline parce qu'en fait elle va dans une école pour enfants surdoués qui se trouve à Chicago. Et ils sont un peu obligés de la garder et on ne sait pas très bien pour combien de temps. Ni nous spectateurs ni eux C'est personnages ne savent très bien pour combien de temps. S'ils ils doivent l'aiment garder. bien, ils la garderont plus longtemps. Mais Voilà. s'ils l'aiment pas, ils la renverront chez elle. En tout cas, toujours est-il que on n'a plus que Caroline des films précédents qui se trouve dans cette histoire, et elle est donc chez ces gens qui ont également une fille qui s'appelle, je pense, Diane. Non, pas Diane. Non, Donna. Donna, bien sûr. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les esprits vont être de retour. Évidemment. Et Évidemment, sinon ça bien ne sûr. s'appellerait pas Poltergeist. Voilà. Et l'histoire était en fait très simple. C'est juste à nouveau le révérend Ken qui veut absolument remettre la main sur Caroline parce que c'est un film belge. Non, pardon, parce qu'il veut très très fort aller vers la lumière et que seule Caroline peut l'aider. Et c'est à tel point que au bout d'un moment, on a Tangina qui va revenir. Donc C'est ça. la médium Avec des sa films petite voix précédents. fluette qu'on n'avait pas Voilà. évoquée d'ailleurs. Ouais. Non, c'est vrai. La- Et qu'il y a des millimètres là et qui se fait Ouais. faut que j'y aille, je prends l'avion. Exactement. Et j'arrive. Superman, hein. C'est vraiment C'est ça. l'ennemi. Et donc Tangina va revenir pour aider, mais en fait les esprits qui vont Qui ressemble pas mal à un venir- Oompa Loompa, très fort. hein. Oh, ça y est. Oh là là. Ça attaque sur le physique, ça attaque Voilà. sur le physique. Mais donc les esprits vont venir hanter tout cet immeuble et vont avoir des grosses conséquences, surtout sur la famille principale. Et c'est les personnages finalement qui vont se battre pour récupérer Caroline qui disparaît à nouveau de l'autre côté de miroir. C'est ça. Les deux personnages principaux sont la tante Pam et Bruce, son époux.
qui vont tout faire pour C'est essayer ça, de parce que récupérer ce Caroline. que tu ne dis pas, c'est que la tour est hyper technologique, vraiment à la pointe de la Hyper high-tech, technologie, tout à et fait. elle est toute faite de verre et de miroirs. Et des miroirs. Donc c'est la Et pointe alors- de la technologie de la fin des années 80. Oui, Ouais, évidemment. voilà. Ouais, c'est ça. C'est le John Hancock Center. Ouais, La seule demande, apparemment, Gary Sherman, le réalisateur, avait 3 demandes. C'est que ça se tourne à Chicago de 1, dans la John C'est Hancock pas- c'est Center s'il voulait aller bosser en deux. métro. peut-être. Et surtout, la 3e demande qui pour moi est le seul point d'intérêt de ce film, c'est qu'il ne voulait que des effets plateau. Il Ouais. voulait que tous les effets soient des effets pratiques sur plateau. Et il y en a beaucoup des effets. Et il y en a beaucoup Ouais. d'effets de miroir qui sont vraiment impressionnants. Ouais. Parce que c'est un film qui fonctionne énormément sur le reflet. Je sais pas s'il s'est dit, Oui. tiens, C'est et j'ai tout le compris- scénario est basé j'ai là-dessus. compris ouais. une thématique dans le premier film, je tire la corde jusqu'au bout. Quoi. Mais en vrai, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Encore une fois, dans l'idée, les effets fonctionnent bien. L'isolement, justement, qu'il y a par la tour, je trouve que ça amène encore quelque chose qui peut être intéressant. L'isolement dans cette grande ville où finalement Caroline est complètement isolée, alors même qu'elle a une famille qui s'occupe d'elle, mais qui n'est pas exactement ses parents, etc. Je trouve qu'il y a encore une fois des bases intéressantes. Bah, c'est un choix assez audacieux de changer complètement de décor. Oui, voilà. Quand même, hein, pour pas faire un 3e en banlieue. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est le Ghostbuster inversé, on va dire. C'est ça. Là-dessus. Mm. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça tourne en rond assez facilement. Et malgré quelques sursauts, moi, j'ai été très surpris. Je crois que j'ai un peu piqué de l'œil devant le film, mais j'ai été réveillé. C'est par le sort de d'Angina, justement. Je trouve que c'est le genre de sursaut La première fois. Ouais. Oui. Oui, hein, Voilà. parce qu'il y a de- Quand elles sautent ensemble, Voilà. mais Ouais. vraiment Voilà. pouf quoi. Ouais. Juste ce moment-là où tu fais le film Ah, se d'accord. réveille un peu plus. Alors. Et je trouve que ça amène un sursaut graphique qui est pour moi nécessaire, mais qui n'est pas plus prolongé, malheureusement. Non, mais qui est un des plus horrifiques de la saga. Donc Ouais. on a Tangina à un moment donné qui demande à ce que, surtout, ne touche pas le reflet de Caroline. Bruce n'écoute pas, touche le reflet. Tangina est absorbé contre le miroir et d'un coup se transforme en corps, En momie. En quoi. momie, Ouais, c'est c'est ça. tombe à terre. Et on a Donna qui avait disparu aussi, donc la fille de Bruce qui avait disparu, qui tout d'un coup ressurgit C'est hors ça. de ce corps en Qui le déchire brisant le complètement, qui cadavre, le déchire pour en ressurgir. Effet extrêmement saisissant Ouais. et totalement inattendu. Oui, c'est ça qu'on voit pas du tout venir, Non. hein, pas un quart de seconde. Ouais, tout à fait. Mais- Donc, peut-être un point sur qui Gary Sherman, parce que c'est très surprenant de le voir à la barre d'un poltergeist. Et surtout, c'est quand même un réalisateur assez culte, en fait. Bah, dis-nous tout. Bah, Gary... Donc, Gary Sherman est américain. Il fait ses propres relances. Gary Sherman est américain, mais son premier vrai long film, il l'a fait à Londres, quand il a vécu pendant un moment là-bas, qui était Deathline, une histoire de cannibale dans le métro londonien, qui vaut toujours vraiment la peine. Et en fait, tous ces films valent quand même vraiment le détour. Il est surtout connu pour son film le plus culte, qui est Dead and Buried, Mhm. film de pure horreur d'ambiance dans la Nouvelle-Angleterre. Et également un polar poisseux 80s en mode néon et tout le monde est vraiment répréhensible, qui est Vice Squad. Bref, 3 films à découvrir en tout cas. Plus que ce Poltergeist, mais qui est 3. que ce Poltergeist 3, mais qui, je trouve, se défend certains points. Mais comme toi, Mais j'ai oui, un peu qu'il y a piqué quelques du nez à un bonnes bout d'un idées, moment. ouais. Et à un moment donné, tu dis, allez, cut the crap, on a pigé, avancez quoi. On a compris le Voilà, principe. Ouais, exactement. tout à fait. Malgré la moustache de Tom Skerritt. Une Et- très belle Mm. moustache. Et ouais. Tom Skerritt, très belle au sens moustache. large, Tom Skerritt, c'est quand même un acteur sous-exploité qui, je trouve, a vraiment un truc. Et on est sur 4 moustaches quand même ici. Hein. On est sur 4 moustaches, on est Je tout à suis fait. assez- Ouais, pas des assez- moustaches isolées. hein. À savoir que Non. je l'ai taillé C'est ce pas la même matin chose, hein. exprès pour le podcast. Ah, Et ça- aussi parce que je commençais à ressembler au Père Noël et aussi parce qu'être barbu à lunettes à Charleroi, c'est un peu compliqué. Moi, je tiens à préciser 4 moustaches et 2 franges, Ah oui, ça va. Ah oui. Ouais. Yeah. ce qui est un bon titre. Prochain film. C'est ça. On ne sait pas quel genre de film. Notre prochain film de boule tourné chez mes fameux. C'est ça. Mais je trouve quand même que ce 3e volet esthétiquement est pas très beau quoi. Moi, je trouve qu'il a des vibes vraiment très des tout DVD, même si bon, Ouais. à l'époque, Ouais, tout à fait. Oui. Et Bon, on sent que les années 90 arrivent quoi, tu vois. je trouve qu'il y a des belles choses dedans. Je trouve, même si elle n'est pas spécialement dans la meilleure scène, mais par exemple cette scène vers la fin où tout d'un coup on est dans le parking qui est entièrement gelé avec les voitures couvertes de givre, leurs phares qui s'allument. Je trouve qu'il y a des belles choses. Je trouve qu'il se débrouille pas mal. Je pense que son budget devait pas être énorme. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que Jerry Goldsmith ne revient pas Mm. à la musique non plus. La musique, c'est Joe Renzetti qui a déjà composé pour Gary Sherman. Mais
Et d'ailleurs, la musique est pas Totalement anecdotique, Non. elles ne sont même pas Vraiment chantées, enfin, ouais, Non, non, même pas le moindre souvenir. Mais je trouve que dans sa volonté à tout prix, Sherman, de faire de l'effet plateau, il y a de très belles choses, vraiment. Je trouve que cette courte séquence dans, par exemple, cette pièce frigo, où tout d'un coup l'eau arrive d'un mur et monte vers eux. Ouais, Je tout à trouve ça fait. vraiment saisissant en fait. Alors, ce il qu'il y a, arrive à faire et avec ça. globalement, il y a un Les effets effet de sont beaux, confusion du spectateur et des personnages qui fonctionne bien avec ces jeux de miroir. Toute la course-poursuite, quand on essaye de récupérer Caroline, aussi, on ne sait jamais si on voit le reflet ou si on la voit vraiment. Et puis, effectivement, quand ils sont bloqués dans ce frigo avec l'eau qui sort pas du bas, mais qui sort du mur d'en face, tout ça, c'est quand même des bonnes idées qui fonctionnent plus ou moins bien. En tout cas, qui crée, comme tu dis, cette espèce de confusion géographique Spatiale, permanente, ouais, tout à spatiale, fait. effectivement, qui en fait est une. Je trouve c'est peut-être finalement celui qui se tient le mieux sur la logique de son lore, en fait. Là où dans les autres, il y a une espèce de confusion entre pourquoi tout d'un coup ils deviennent des créatures, etc. Ici, il y a tout d'un coup cette volonté, comme tu dis, d'exploiter un concept horrifique jusqu'au bout, qui est Jusqu'au celui bout. du reflet. En amenant de nouvelles choses en plus, parce que l'idée d'aller... Il y a une suite logique, parce que l'idée d'exploiter les miroirs et donc le reflet, ça veut dire aussi penser notre moi intérieur, la part de bête qui est en nous. Et effectivement, il y a deux personnages à un moment qu'on voit ressurgir du monde auquel ils ont été inspirés, mais on constate très vite qu'en fait, c'est pas eux. Et Ouais. c'est une version... D'ailleurs, moment sombre. génial, moment vraiment génial. Je ne sais pas si... Donc on a Donna et Scott, donc Donna la fille son de Bruce, amoureux et Scott son amoureux, qui ont disparu. À un moment donné, ils se sont fait absorber avec Caroline dans un trou dans le sol, dans un parking, dans une espèce d'eau saumâtre. Et ils reviennent plus tard, ils ressurgissent plus tard, l'un d'une piscine et l'autre du corps de Tangina. Et à un moment donné, on comprend qu'ils sont en fait des versions maléfiques quand ils sont dans un couloir, qu'ils avancent. C'est ce fameux couloir qui revient non-stop, qui est un couloir qui est entièrement couvert de miroirs. Et en fait, on se rend compte dans le miroir que leur sweatshirt peuvent être lus à l'endroit dans le miroir, mais qu'en fait la version qui est dans le couloir, le sweatshirt est à l'envers. Ah mais bien vu, j'avais pas vu ça. J'avais Donc pas remarqué, en fait ok. c'est là qu'on comprend qu'ils sont la version double et c'est ça. maléfique. Ouais, non, il y a des idées comme ça que je trouve ouais. assez brillantes en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis cette séquence où il s'arrache le visage, tu te dis bon bah ça. Bon, de toute façon, si t'avais un doute, bah, Ouais, là, voilà. là, c'est sûr. Et alors il y a aussi une particularité dans ce troisième volet qui n'était pas présent dans les deux premiers, c'est que pour la première fois dans le troisième, on te montre un sceptique. Il y a un personnage de sceptique. Un peu trop sceptique. Un peu trop sceptique. Alors là, pour le coup, t'as envie de Moi je dire. suis Oui. surtout sceptique quant à son Frérot, jeu d'acteur. une hypnose. Ah, bon, oh Parce là qu'il dit à un là. moment, non, mais c'est de la suggestion d'hypnose qu'elle nous fait. C'est une petite fille qui manipule les gens et c'est pour ça que les gens croient à ses délires. Sauf qu'à un moment, t'as une vitre qui se brise et il se dit. Oui, c'est Mais c'est ce ça. qu'on Il y a des comprend gens pas. qui traversent le miroir, mais ils les voient clairement. Il dit non, c'est une hallucination. Non, mais oui, c'est oui, de la c'est- manipulation de toute façon. C'est Mais ça, tous mais- les enfants font ça. Voilà. C'est ça. Et alors, aussi particularité de ce troisième volet, cet individu meurt. Jusqu'ici, il n'y avait pas de mort. Ouais. Et lui, il meurt. Par exemple, le petit ami Scott, on ne sait pas ce qui lui arrive. Mais ça, c'est à cause de la mort de Heather O'Rourke, en fait. Parce que dans la première version de la fin, donc il y a une première fin qui est tournée. Et dans la première version de la fin, on retrouve tous les personnages en vie à la fin, dont Scott. Et en fait, lorsque Heather O'Rourke meurt d'un problème intestinal. Opération C'est et la maladie ouais. de Crohn et ça Non. a mal tourné. C'était faussement, c'était un faux diagnostic, la maladie de Crohn. Ah ouais? Oui, et du coup, on l'a bourré de médocs qui, entre autres, l'ont rendu toute bouffie pour ce tournage. Ah, c'est ce qu'on ça. voit très C'est fort. pour ça, ce oui, qu'on voit très d'accord, fort, ok. ouais. Et en fait, à cause de ce mauvais diagnostic, ils sont partis sur un diagnostic quand ça s'empirait. Et a priori, Ok. c'était comment on appelle ça, une infection en fait qui est restée et qui a très mal tourné par la suite et qui fait qu'elle est partie très vite. Donc arrêt cardiaque à 12 ans. Et donc elle meurt et il se trouve que je crois que c'est la MGM qui produit. Donc ni la MGM ni Gary Sherman ne sont vraiment satisfaits de la fin. Bon, Gary Sherman, il est assez bouleversé par la mort de O'Rourke. Lui et sa compagne ont fréquemment fait des activités avec elle, etc. Enfin, ils aimaient beaucoup cette gamine. Donc il est pas mal bouleversé. Mais il y a cette fin à retourner. Il n'y a pas assez de matière pour le film parce que comme le film avait très peu de budget, ils ont dû réduire. Ils ont dû retirer. Ils ont pas tourné 12 scènes du film. Pas à cause de la mort, mais à cause du budget. Mais donc, il n'y a pas assez de matière, la fin ne satisfait personne, donc on décide de retourner la fin. Mais Heather O'Rourke n'est plus là. Et quand à un moment, ils battent le rappel pour retourner la fin, en fait, ils oublient Scott.
tout simplement. Ils Ah oublient, ouais. ils oublient Ah le bah comédien. ouais, ouais, ouais. En fait, ils demandent de l'appeler, on n'arrive pas à le joindre à un premier appel, donc ils disent on s'en fout, on tourne, etc. Et, Ok, on s'en fout. voilà. Incroyable. Et donc, Et ce voilà, personnage c'est de Psy, de toute façon, il n'était pas très aimé, donc. Le personnage de toute façon, c'est le seul film dans lequel il joue, ce qui n'est pas surprenant, parce que sinon Ah il oui. joue vraiment comme une clé. Ouais, et puis parfaitement antipathique. Oui, il est énervant. Ah oui, il est super énervant, énervant. ouais. Ouais. C'est vraiment un personnage qu'on a envie de voir mourir et là, on est Mais satisfait. Et alors, dans la fin, je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a un moment donné où je me disais, mais comment est-ce qu'ils font? Donc, dans tous ces effets de miroir, donc c'est généralement la plupart des effets de miroir qu'ils font ne sont tout simplement pas des miroirs. C'est-à-dire que le décor est doublé, Avec des doublures. avec des doublures, etc. Et en fait, à un moment donné, dans le combat final entre Pam et son double, tout d'un coup, et jusque-là, je me disais, mais comment ils font la Oui, séparation là, entre tu les le miroirs? vois. Là, tu vois le câble qui bouge. Tu vois qu'en fait, Ouais. la séparation entre les miroirs sont des câbles tendus, tout Oui, simplement. des câbles tendus. Et- Et puis même, comme tu filmes toute cette séquence-là de très près, tu vois la doublure qui est pas super synchro. Ouais, Avec, tout à fait. Mais ça, ouais. c'est pas un problème. Que la Ça, doublure pour soit toi, pas c'est super. pas un ça. Mais parce qu'à plusieurs moments, il joue sur la désynchro. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout à fait, finalement, ouais. que Mais la avant dessin- qu'elle se retourne, on voit que c'est pas Oui, voilà. effectivement que c'est Ah. pas elle. Mais par contre, lors du combat, à un moment donné, il touche le câble. Oui, qui ça se sépare voit le miroir, fort. Et on le voit Mmh. bien Ouais, vibrer. Ouais, ça se voit Donc là, fort. je me suis dit, ah, j'ai compris, merci. Ouais. Voilà. Mais, L'envers du décor. mais je trouve qu'il y a. Ce qui est intéressant, c'est que Gary Sherman disait, je sens clairement qu'on va de plus en plus vers les effets spéciaux, optiques et de post-prod, etc. Et ça ne me va pas. Je trouve que ça gâche la magie à l'écran, etc. Et moi, j'aimerais revoir plus de metteurs en scène revenir Oui. vers ça aussi, quoi. Ouais. Revenir vers ce genre d'effet, parce qu'il n'y a rien qui sera plus surprenant. Reprenons, si on repense à Evil Dead 1, quand le miroir est simplement une espèce de flaque à travers laquelle Bruce Campbell plonge soudainement, moi je suis beaucoup plus impressionné que n'importe quel effet, Alors, effet spécial. Récemment, j'ai vu un film d'horreur où j'ai retrouvé ce petit côté un peu poisseux Artisanal. vrai. Mhm. C'est dans Terrifier 3. Ah oui, Mmh. En fait, film de merde, vraiment, enfin, c'est pas exceptionnel. Mais tu l'as vu, toi, Liam, le je 3? l'ai vu, je l'ai vu. Je trouve qu'en termes d'effets, tu te retrouves dans du Evil Dead, quoi. Tu vois, t'as envie de poigner dans les intestins, quoi. T'as un truc qui revient quand même un peu... Bah, on a quand même la tronçonneuse qui traverse une certaine partie du corps, Ouais. on va dire. Et Mais justement, c'est très organique, quoi. c'est ça, c'est l'un des trucs qui, en tout cas, moi, me plaît dans les films Terrifier. Tout à fait. Qu'on pense ce qu'on veut niveau qualité, et je comprends tout Ouais, à ouais, fait. On bien va faire sûr. un podcast sur Terrifier, ça y est, ça part. bah voilà. Non, ça va. Non, Mais- mais c'est pas par rapport à ce qu'Antoine dit, c'est intéressant parce qu'il y a c'est chouette de pouvoir revenir à ça quand même, quoi. Mais dans le gore, C'est ça ne ça. surprend pas qu'on y revienne. Oui, c'est ça. Mais c'est plus vraiment, je parle d'effet de sidération de spectateurs sur la compréhension de ce qui est en train de se passer, sur le fait d'être soi-même autant dépassé que les personnages par le fait que tout d'un coup, on glisse dans autre chose. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose comme étant tangible ou vrai, ou comme étant une chose qu'en fait, elle n'est pas. Comme ces miroirs, qui en fait s'avèrent être, non pas des miroirs, mais une seconde... Un portail. un portail, etc. Mais littéralement, du coup. Dans le sens où on a troublé nos sens, en fait. C'est surtout ça. Mais tu voulais dire quoi, Liam? Tu disais... Oh, tout simplement, c'est d'aspect organique. Mais Ah, ok, voilà, j'allais, ok. Voilà. j'allais me répéter un petit peu comme certains effets visuels du 3, donc je vais rien dire. Mais il y a un film qui tentait ça avec le numérique, bizarrement, mais qui tentait de nous faire croire, en tout cas de perdre nos sens. Ah merde, voilà que le nom m'échappe. C'est le réalisateur qui a fait le remake de Hellraiser récemment. Ah, La Proie du Mal. Dans la maison avec Rebecca Hall. Oui, la Proie du Mal. La Proie du Mal, voilà. Dave Bruckner, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Et où il essaye de nous troubler sur les sens, sur des superpositions, tout d'un coup la caméra qui bouge et qui superpose des objets qui nous révèlent soudainement la présence du mari, ce genre de choses. Mais c'était du travail numérique, mais il y avait cette volonté de revenir qui est assez peu Titiller usitée. l'essence. Oui, titiller l'essence, qui est pas plus assez utilisé en horreur, et je trouve vraiment qu'il y avait un truc, il y a vraiment ce petit vertige de Poltergeist 3 qui est intéressant, qui est parfois un peu trop bis, sans doute, dans la façon dont il est mis en scène, pas assez financé, très certainement. Oui, on sent que ça peut faucher comme film. Ouais. Ouais, tout à fait. Tu préfères le 3 que le 2? Je ne sais pas si j'aurais envie de les revoir ni l'un ni l'autre régulièrement, contrairement au premier que je Bien sûr. remate fréquemment, en fait. Contrairement aux autres présents ici, hein, mais c'est un film que j'aime revoir parce que j'adore l'ambiance de ce film. Sans doute parce qu'elle est très Spielbergienne. Et toi, Nico, 3, 2? Oh, À peut-être choisir. À choisir, peut-être quand même le 2. Hein. Globalement, ça tient quand même mieux.
Et toi, C'est Liam pour le dirais- duo d'acteurs. Je dirais la même Ouais. chose. Le 3, Ouais. encore une fois, les points d'intérêt ont été mieux faits Ouais. dans d'autres films. Ouais. Je parlais de Démon 2, même niveau traitement, allez, un Evil Dead Rise, ce que ça vaut, etc. Je trouve que niveau parasitage, encore une fois, d'une famille, et encore, le film a des problèmes, je trouve, Evil Dead Rise. J'ai pas envie de partir là-dessus, sinon je pars pendant 1 heure. Mais pour revenir à Démon 2, je trouve que l'horreur dedans fonctionne mieux dans son aspect pratique, dans son aspect justement de dérégler cet espace urbain, et même un Gremlins 2, parce que Joe Dante, c'est l'amour et c'est la vie. Et parce qu'il a presque réussi à rendre Trump sympa. Presque. Presque. Mais globalement, c'est vrai que l'idée un peu convenue qu'on entend toujours, genre Poltergeist 1, c'est génial, tous les autres sont merdiques, je trouve que c'est un peu injuste. Hein, Ouais, Oui, oui, très. ça c'est injuste. C'est un peu injuste. Je trouve que quand même les suites sont pas si mauvaises que ça. Et je trouve que l'écart entre le premier et le deuxième, le troisième dans une moindre mesure, est quand même pas si fort que ça. C'est des suites. Les suites sont souvent quand même globalement moins bonnes que les premiers. Ce qui Puis est il le se cas renouvelle un ici. peu. Hein. Ça Mais se il y a renouvelle pas, un peu oui, à c'est chaque ça. fois. Il y a pas. Moi, je Tu trouve vois. qu'il n'y a pas un fossé entre le Ouais. premier, le deuxième et le troisième. C'est ça, contrairement à Ça certaines reste une- sagas où ça tombe vraiment. Allez, je pense à Halloween 6, par exemple. Ouais, non, moi j'allais parler de Vendredi 13, mais on est Oh sur, oui la, ou non, on mais est sur Vendre- la même idée. Ouais. Alors, je dirais que Vendredi 13 commence déjà mal, mais ça, c'est un autre sujet. En même temps, On a- ici, on a déjà à peu près toute la famille, donc les parents qui ne voulaient plus jouer. Craig T. Nelson avait dit non, 2, ça suffit. Heather O'Rourke elle-même, qui en fait était une actrice assez pro à partir du premier Poltergeist. Donc en fait, le premier Poltergeist, elle est découverte par Spielberg quand sa sœur à elle vient passer un casting. Et chose que je ne savais pas, mais c'était la meilleure amie de Drew Barrymore. Ouais, c'est Quand ça. Ouais, ouais. Et- Parce qu'il Ouais. voulait mettre Drew Barrymore dans Poltergeist Oui. et il a dû la recaster dans E.T. parce qu'il voulait absolument mettre Drew Barrymore quelque part à Exactement, l'époque. exactement. Il l'a recasté dans E.T. et puis finalement il a casté sa meilleure amie, mais bizarrement il les a pas découverts parce qu'elles étaient amies. Il les a ouais. découverts encore autrement. Mais toujours est-il qu'Heather O'Rourke se professionnalise beaucoup. Elle joue dans pas mal de séries. Elle joue entre autres dans Happy Days également. Elle est très pro. Elle veut devenir réalisatrice et tout ça. Donc et en fait elle-même avait dit bon Poltergeist 1-4 peut-être et puis après basta quoi. Mais toujours est-il que je pense que Poltergeist s'est arrêté là parce qu'elle est décédée. Ce qui nous amène par Bah contre oui, ça joue. Hein, Malheureusement, malheureusement au remake au remake. de Alors, pourquoi 2015. malheureusement Mais Vincent, tu voulais nous pitcher ce remake? Alors, je voulais. Non, Non. mais je vais en dire 2 mots, mais en fait. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de le pitcher Pas dans la vraiment besoin de mesure pitcher, où, ouais. dans la mesure où en termes Non, de pas inventer grand-chose. Non, en termes de structure narrative, on est peu ou prou sur la copie conforme du scénario du premier, si ce n'est que, comme j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas forcément, il y a pas cette logique d'une media res. On voit la famille déménager, investir cette maison, et puis petit à petit de voir des éléments qui se détraquent. Je crois qu'il faut bien attendre 20 minutes avant d'avoir les premières manifestations Ouais, paranormales. Suite à quoi, en fait, le déroulé des événements est à peu près le même, avec à peu près les mêmes archétypes. Le personnage de Tangina est remplacé par un professionnel de la télé-réalité qui se prétend psychique, mais qui en fait l'est vraiment, mais bon, l'exploite un petit peu pour en faire son émission. Il y a aussi un trio de travailleurs du paranormal qui viennent enquêter dans la maison. Comme dans Donc, règle de Insidious. succession. Comme dans Ouais, Insidious. Ouais. Ton Ouais. règle de succession Ah, qui ouais, aurait ouais. mérité un autre sort, je trouve. Ouais, tout Oui, à fait, c'est oui, ça. oui. Mais non, Et, comme dans Insidious, évidemment, parce que et je trouve que c'est d'ailleurs le gros problème de ce film-là, c'est qu'Insidious existe. Exactement. Ouais. Oui, oui. Parce que là, quand celui-là sort, je crois qu'on est déjà au 3e Insidious à ce Tout moment-là. à fait. Ouais. Et en fait, le vrai remake, hommage avec les codes de l'horreur populaire du 21e siècle, c'est C'est Insidious. Insidious, exactement. Vraiment, et Et c'est déjà fait, et c'est ça. beaucoup mieux fait que ce remake. Et il fait peur. Ouais, ouais. Insidious Oui. pour le Ah ouais, Oui, ouais, pour le Insidious coup. fait peur. Moi, je suis un grand fan d'Insidious, un grand défenseur, donc j'adore ce film. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que le seul truc qui change beaucoup pour moi dans ce remake, c'est le parti pris de centrer le point de vue sur le gamin. Dans le... Oui. Et encore, le père est quand même assez présent aussi. Non, je trouve pas. Moi, je trouve vraiment que même narrativement, il y a un truc, il y a quelque chose lié au parcours du personnage du garçon qui dit j'ai pas protégé ma sœur et c'est la raison pour laquelle Oui. c'est lui qui part Ouais. d'ailleurs à la Mais fin. pourquoi du film. C'est vrai. Mais en même temps, moi je trouve que effectivement on sent bien la volonté, mais moi je me suis demandé pourquoi est-ce
qu'on voulait absolument mettre en avant cette figure-là. Mais moi, je me demande si le film cherche pas à exploiter une fausse piste. En Moi, fait, je crois que le qui est de film se dire- cherche, ça Ouais. c'est sûr. On ne savait pas. Je cherche. Il Mais n'a pas c'est trouvé. toujours pas trouvé. mais qui est de se dire, bah voilà, vous vous attendez à ce que la petite fille disparaisse, peut-être que je vais Comme- faire disparaître le alors, petit garçon. Ah, ouais, Exactement d'accord, comme ouais. dans le remake de Pet Sematary, où en fait, je sais pas si vous avez vu le remake Oui, de Pet Sematary, où en fait, Malheureusement, t'as le petit garçon Moi, et je en me fait, respecte. c'est la petite fille qui se fait écrabouiller, quoi. Ouais. Pour Ah, faire, ok. c'est, Voilà. Et je pense Ouais. que le film, à un moment, Pareil. cherche à exploiter cette fausse piste. Tout à fait. D'accord. Oui, mais Mais il t'as- ne le fait pas. C'est mais un il ne film. fait, il ne fait pas grand chose. Non, bah, en fait, ce qui est- il fait une fausse piste. C'est le Gilles Kennan qui a réalisé le Gilles film, et Kennan. c'est très déprimant parce qu'il a fait Monster House, Qui est super. qui est Oui. exceptionnel. Je sais pas si vous avez Ah vu ouais, Monster bah House, ouais. qui est C'est Ma une fille incroyable. adore. Ouais. Ce film est fou et moi j'étais hyper hypée d'un remake de Poltergeist parce que je suis pas très remake mais là je me disais allez Avec c'est lui derrière. ça va être cool etc. Putain quoi, déjà il y a aucune magie. Et même Sam Rockwell n'est pas bon. Non il y a pas de magie, il y a pas de il y a pas Spielberg. Alors, mais le premier truc qu'il n'y a pas, c'est que je ne crois à aucun D'âme. moment à cette famille. il y a pas d'âme. et à cette Non, maison, c'est ça déjà. exactement, c'est Il y ça. a, il y a aucun moment où je me dis je suis au sein d'un vrai foyer, en fait. Non. Il y a, tout a l'air extrêmement... le Superficiel. décor ne vit absolument Non. pas. Ce qui pourrait être intéressant dans le sens... En fait, le On seul ne truc... comprend même pas bien la géographie de cette maison. Non, effectivement, pas du tout. On Non. comprend pas alors que la géographie de la maison de Poltergeist 1 est très très claire. Il y a un truc qui aurait été intéressant à exploiter, c'est qu'ici, on est... Donc, le premier, on est dans les années 80. Aller visiblement vivre dans les banlieues, c'est hype, c'est cool, c'est chouette, c'est nouveau. Et c'est un peu... Ouais, là, c'est un différent. peu upper middle class soudainement Ouais. pour et ici au contraire ils sont C'est déclassés. un déclassement. Ouais, Ouais. et ça c'était hyper intéressant à travailler et ils veulent un peu le faire. Ils veulent un peu le faire, d'autant Mais- plus qu'il y a un autre. Il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que il y a quelque chose d'intéressant dans le premier film qui est qu'à un moment, les parents ne prennent pas suffisamment au sérieux la fille, mais alors que ça a l'air d'être des parents plus ou moins modèles, enfin, selon certains canons, hein, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il y a une vraie explication rationnelle qui est qu'à un moment, ils n'écoutent pas leur enfant qui leur dit il se passe vraiment des choses bizarres dans cette maison, c'est qu'en fait, ils ont 1001 problèmes à régler qui sont vraiment d'ordre socio-économique. Ouais, Et ouais, que, tout à fait. un peu comme dans les premiers films, enfin comme dans les autres films, à un moment, il y a un discours par rapport à ça et qui là, pour le coup, est stabilo-bossé, je trouve. Oui. Ouais. Oui, stabile bossé mais pas exploité. c'est ça. Allez, je dirais non, mais même, comme on disait par rapport au premier, on a Spielberg qui a amené à la Stephen King les nouveaux, les outils modernes dans la notion de maison hantée. Ici, sans arrêt, on nous fait des plans sur le fait qu'il y a des parasites sur les téléphones portables, mais le téléphone portable n'est absolument pas exploité, alors que Non. justement, Oui. le premier, Ouais. c'était la télévision, et Ouais, l'originalité... Et on en se plus, demande il y avait même ce une qu'elle fout avec son explication. téléphone. Toute la scène Ouais. avec l'adolescent avec son téléphone comme ça, on se Oui, dit oui, mais oui, qu'est- oui. qu'est-ce Non, qu'elle c'est fait ridicule. Oui, Où Où alors est-ce qu'elle ça, veut en là, venir je suis d'accord. Avec parce des bugs que- de télévision sur un téléphone, il n'y a jamais des bugs comme ça sur un smartphone. Non, Ça c'est ne ça, fonctionne mais- pas comme ça un smartphone. Mais quoi. le fait même de démarrer le film par l'écran et que ce soit l'écran l'écran de jeux vidéo avec lequel joue Oui. le fils, déjà, j'avoue que j'ai bugué là-dessus en le revoyant. Parce que autant dans le premier film, l'écran de télévision, on avait cette question, etc. Là, l'écran de jeux vidéo, ça fait un peu presque boomer, j'ai envie de dire. Bah, il y a cette volonté effectivement d'ancrer dans le réel de l'époque, mais c'est totalement raté. Là, Voilà, pour le clairement. coup, Allez, c'est vraiment pas réussi, la ouais. seule vraie invention qu'ils amènent par rapport au premier, mais qui ne me satisfait pas esthétiquement ni narrativement, mais qui aurait pu donner quelque chose, c'est d'utiliser le drone pour rentrer, traverser de l'autre côté. Ouais. Faire cette Exactement. traversée, aller voir où elle est, etc. À la rigueur, là, il y a une idée. C'est juste que c'est du CGI en dégueulasse. voiture, voilà. Mais je pense que c'était déjà Le dégueulasse à CGI, l'époque. Hein. le C'est Le vraiment. CGI est un peu dégueu horrible. et c'est dommage parce que je sens bien qu'il y a une intention que je trouve ultra stylée à mon avis, dans les dessins préparatoires. Oui. Il y a quelque Ouais. chose Oui. dans la Un petit représentation côté de ce enfer de purgatoire. Dante et quelque chose comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Incroyable. Mais qui J'aurais- donne rien, j'aurais qui donne voulu que ce rien à soit plus l'écran. joli, ouais, ouais. effectivement. Oui. Il y a quand même quelques secondes de frisson à ce moment-là. Bah, en tout cas, c'est Hmm. un élément quand même sur lequel j'ai envie de défendre le film. Même si les CGI sont ratés, je trouve que cette scène avait du potentiel, quelque chose qui fait que tu peux quand même accrocher. Et alors là, effectivement, je voulais dire qu'il y a un vrai... Là, à nouveau, il y a une espèce de rendez-vous manqué avec ce film sur le discours sur les écrans. C'est que dans le premier film, à un moment...
au moins par rapport à la suspension d'incrédulité ou ce genre de choses, il y a un des personnages qui prend la parole et qui dit « Ah, mais en fait, on peut expliquer scientifiquement pourquoi les télévisions captent les ondes paranormales, ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, il est ouvert à large spectre, ou je sais pas trop quoi. » Quand il dit « Quand elle est sur la neige, enfin voilà, là, il se passe quelque chose. » Sauf que là, il n'y a aucune explication par rapport à ça, si ce n'est que ça fait référence au premier film. Donc, tu ne comprends pas pourquoi forcément le fantôme passe par la télévision, puis passe par le téléphone portable, d'autant plus que le téléphone portable, bah, tu sais, on n'est pas des boomers, nous, on sait que ça capte pas, ça fonctionne pas de la même manière qu'un écran cathodique, par exemple, tu vois. Et dans ce film, il fonctionne comme un écran d'ordinateur au début des années 2000. Mais c'est ce que Facebook m'a dit. Sur Facebook, il est mis. Tout est parasité. Donc, mais c'est très symptomatique des films d'horreur contemporains, en fait, où on ne t'explique pas, on te met... On te met le spectre ou le fantôme ou l'esprit ou quoi qui va débarquer de n'importe où, dans n'importe quelle mesure, de n'importe quelle voie, de n'importe quelle... Oui, où les règles de l'univers ne sont pas posées. Il n'y a aucune règle, en fait. C'est très, très, très symptomatique de l'horreur contemporaine. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, il n'y a pas de règle dans le premier. Dans le premier non plus. Non, parce que dans le premier, tu sais qu'il s'attache à certains objets et comme on donne à un moment une explication sur la télévision, tu peux peut-être essayer de remplir les blancs. Oui, mais l'arbre. Et l'arbre. Ouais, alors l'arbre, justement, prend ses racines dans le sol si tu te dis qu'il y a des cadavres. Tu vois, donc là, je veux bien. Moi, il y a de la suspension d'incrédulité qui fonctionne par rapport à tout ça. Que beaucoup moins maintenant. Là, dans celui de 2015, il y a un élément en fait qui me dérange, c'est à quel point ce poltergeist est puissant. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le petit qui veut aller retrouver sa sœur en bas. Il est littéralement paralysé en haut des escaliers, il peut plus bouger. Je me dis, mais s'il est capable de faire ça, pourquoi est-ce qu'après ils ont l'air d'être maîtres de leur mouvement et que le poltergeist les empêche pas? Pourquoi derrière ça, à un moment ils déplacent l'entièreté d'une bagnole et puis derrière à nouveau il se passe plus rien? Donc là à chaque fois je passe mon temps à me dire mais j'ai l'impression qu'il y a des facilités narratives dans ces moments-là. Mais à nouveau, moi je défendrai le film sur sa représentation en fait à nouveau de ce purgatoire. Je trouve que il a en termes de rythme, en fait, moi je m'ennuie pas. Je trouve qu'il agence plutôt bien ses éléments. Et en fait, à m'ennuyer, moi, je suis pas d'accord sur Sam Rockwell. Je le trouve plutôt sympathique dans son rôle. Mais il n'existe pas. Ouais. C'est plus parce que c'est Sam Rockwell que ouais, par le rôle. Oui, En fait. c'est pas son personnage que t'aimes, Non, il c'est n'existe lui. pas. Et cette famille n'existe pas. Moi, je ne reconnais pas. Je vois pas une famille auquel je crois, auquel je m'attache. Et alors, pour rebondir aussi sur le côté horreur, tu parlais du premier Nicolas en disant que l'original n'était au final pas très horrifique. Celui-ci, en termes d'horreur, c'est vraiment... Il n'y a rien. Non. Et en plus, il reproduit les codes du premier non-stop, mais d'une façon extrêmement timorée. Dès qu'il les déplace, ce n'est jamais une bonne idée. La fin du premier, on parlait de ces corps qui surgissent de partout et qui a quand même un aspect un peu dégueulasse et un peu flippant, parce que t'as pas envie d'être à la place de la mère dans la piscine quand les corps surgissent à côté d'elle. Ici, t'as un corps, un seul, qui surgit à un moment donné. Tu te dis, mais pourquoi l'avoir refait si c'est pour en faire un? Enfin, c'est d'une pauvreté. C'est triste, quoi. Moi, tu dis que cette famille n'existe pas. J'ai envie de dire que, entre guillemets, quasiment tout le film n'existe pas, notamment par ses effets numériques. Je suis désolé de taper là-dessus, mais je pense à cette scène avec le château de cartes, qui dans le premier avait vraiment quelque chose qui fonctionnait. Voilà. Comics, Oui, c'est ça. Et là, tu as la caméra qui passe au milieu, tu vois que tout est... tu vois que ce n'est pas tangible. Non, et vraiment, j'ai pas envie d'être ce boomer qui fait « Ah, mais avant, les effets pratiques, c'était mieux. » Mais là, complètement, ça va. Mais là, clairement, je trouve que c'est quelque chose qui se retourne contre le film. Jamais tu ne te crois en l'arbre, jamais tu ne crois au clown. Il y a cette tentative quand il a le visage qui est cassé, avec ce petit regard qui est balancé. Et surtout, le clown arrive un peu trop tôt aussi, je trouve, par rapport au premier, où c'est un jouet qui est un peu flippant, ou à la limite. Oui, dans le premier, il arrive très tardivement, le clown. Voilà, et surtout la manière dont il se métamorphose, on va dire, visuellement, je trouve que c'est plus impactant parce que tu as vraiment ce dérèglement du jouet. Je repense à Skinamarink, The House, le meilleur jumpscare du film avec le coup du téléphone jouet. Encore une fois, on peut penser ce qu'on veut du film. Je trouve qu'il y a cette idée qui fonctionnait très bien dans le premier, et ici, dans le deuxième, ça tombe vraiment à vide parce que le jouet, je ne crois en rien. Et comme tu dis, je ne crois pas en ces personnages, je ne crois pas en cette maison. Et le personnage de YouTuber, là aussi, du chasseur de fantômes. Et c'est con parce que c'est Jared Harris. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'ils nous reconstruisent à l'écran un couple d'un film improbable qui est Happiness de Todd Solondz, et on nous remet Jane Addams et Jared Harris ensemble qui étaient dans Happiness. Donc Happiness est la comédie
la plus cringe de toute l'histoire, probablement le film le plus cringe de toute l'histoire du cinéma. Et donc on a des acteurs vraiment de cinéma indépendant. Et donc là, on les retrouve l'un dans le rôle d'espèce de chasseur de fantômes youtubeur, et puis l'autre, Jane Adams, dans le rôle de la dame qui travaille pour un institut de recherche paranormale. Et en fait, on comprend qu'ils ont été ensemble, on comprend qu'ils ont une histoire. Là, on a tout d'un coup des Ils font tout personnages pour qu'on comprenne bien aussi. Ils font tout pour qu'on comprenne bien, et ils font tout pour qu'on ait enfin un peu des personnages qui existent à l'écran. On sent qu'ils aiment bien ces acteurs, qu'ils ont un peu envie de les faire exister, mais ça ne prend pas non plus tellement. Non. D'ailleurs, t'as même Ouais, une sur ce scène, élément, je suis d'accord. une scène post-générique qui voudrait nous Oui, là les aussi, faire ça- vivre. Qui est gênante. Ouais, Qui elle est tombe à gênante. plat. Hyper gênante. J'avoue. Ouais, tout à J'ai fait. oublié cette scène post-générique, c'est vous dire. Ouais, c'est- Et puis le sacrifice de Oui. YouTuber, c'est ridicule. Ouais. Ça tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe. C'est, Ça va pas du tout. quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi à défendre. Cliquez sur la cloche. Mais pourtant. mais pourtant, non, pourtant, je. J'en avais entendu beaucoup de mal, et je me disais, allez, non. Ça va quand même être fun. J'étais curieux de voir ce qu'il a donné comme représentation à l'au-delà ou à la bête, etc. Finalement, c'est très pauvre, sauf effectivement ce côté un peu en fer de Dante. Qu'est-ce qu'il y a, la musique, j'ai tout oublié aussi. Il y a vraiment très peu de choses. Je ne sais pas ce que Gilles Keenan a voulu faire. Est-ce que quelqu'un l'a vu en 3D? Parce qu'il est sorti en 3D en fait à la Ah base. non. Non. Non, je l'ai vu sur plateforme. C'est pour la séquence avec le clown, je suppose. Oui, Il n'y a pas et- des surgissements. en ce Il y moment, a Il y a la un là. scène, surgissement, la foreuse, mais Voilà. Ah oui, Ouais. bah oui. donc il y a une Ouais, scène de mais foreuse c'est qui pas- remplace la scène du mec qui s'arrache la peau du visage face au miroir, est remplacée par quelqu'un qui est contre le même personnage en fait, version remake, qui est contre un mur avec une foreuse qui traverse le mur à plusieurs reprises. Et en fait, qu'il ne traverse même pas lui, in fine. Non. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont. Enfin, je sais pas quel public ils visaient en fait avec ce film. Bah, en C'est fait, vraiment- j'ai l'impression que cette scène, ça m'a rappelé le remake d'Evil Dead par Fede Alvarez, où il y a vraiment ce moment où... Avec je la ne- tronçonneuse qui Pas- traverse le corps. Pas directement, quand elle traverse une partie du chalet du Je dois revoir, et qu'il y a ces lames qui passent littéralement à Oui. côté d'elle, et je trouve qu'il y avait quelque chose de viscéral qui fonctionnait bien, et là Mhm. c'est vraiment la version, j'ai même pas envie de dire Coca Light, j'ai envie de dire Coca Light qui a été ouvert il y a 2 semaines. Éventé. Ça Ouais. manque de pétillant, ça manque de... Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et surtout après ça retombe, ah j'espère que tu as enregistré des trucs. La Ouais, comédie ça. retombe, alors que dans Poltergeist, les moments amusants là-dessus, je trouvais qu'il y avait une meilleure gestion. Bien sûr. Les moments drôles fonctionnent Voilà. très bien dans le premier, effectivement. Et puis bon, que Drake, ici. Drake de Succession mérite vraiment un sort assez horrible, je trouve, étant donné le personnage dans Succession. Oui, je reviens juste là-dessus. Mais ceci dit, tous ces acteurs méritaient mieux que ce film. Et Jill Kennan méritait mieux. Je Oui. sais pas. Ouais, ouais. Bah, Ouais, Monster c'est- House, Et c'est nous un meilleur méritions mieux que Poltergeist. ce film Et on aussi. méritait Exactement, tous, ouais. voilà. Moi, Mais on ne méritait pas de remake déjà. C'est Non, ça. non, vraiment, ils auraient pu s'abstenir. quoi. Donc vous conseillez de voir Insidious alors. Ah bah clairement, oui. Parce que moi, j'en connaissais rien du remake. Et quand, après l'avoir vu, je me suis dit, mais il date de quand ce truc? Et je suis allé voir, je me suis dit, putain, quoi. Ils sont déjà à Ouais, Insidious c'est 3, vrai. ils sortent ce Ouais, machin. 2015, hein, ceci, Au je pense. secours, quoi. En attendant la 2015, pièce de ouais. Quelle théâtre erreur, quoi. Insidious qui devrait arriver l'année Une prochaine. pièce de théâtre. Exactement. Waouh. Waouh. Il y a ça va être une représentation aux États-Unis. Techniquement, en gros, c'est une expérience live théâtrale, pas directement une expérience, Oh là là. pas directement une pièce, mais en tout cas, c'est. Oui, donc tu, Voilà. tu te balades sans doute dans un espace. Non, tu es assis dans le théâtre Ok. et il se passe des choses. Waouh. Voilà. Moi, je suis pas méga hypée par Insidious, mais je trouve qu'effectivement, comme Nicole dit, c'est un meilleur remake de Poltergeist que Poltergeist lui-même. Ouais, ouais. Mais Oui, à très propos clairement. d'expérience live, comment s'appelle ce téléfilm anglais Ghosts, qui date de 92. Ah merde, va falloir que je retrouve le titre absolument. Et je ne l'ai pas parce que je ne suis pas né en Mais- 92. En gros, où on parle d'une maison hantée dans les suburbs anglais, et on est aussi sur un plateau de télévision en parallèle, et en fait tout ça a été vécu comme un vrai plateau, et vendu comme un vrai plateau de télévision. Mmh. Et à la fin, Une sorte de le full plateau, footage, quoi. voilà, mais sauf que tout le public anglais croyait regarder telle émission, Mhm. où ce soir-là ça allait être consacré à une maison hantée, et en fait, le fantôme, à un moment donné, prend possession du plateau télé, avec des projets qui explosent, etc. Et ils avaient une idée de malade, qui était en fait d'essayer de faire passer à la fin l'esprit regarde dans la caméra, et on comprend en fait que l'esprit il a possédé la caméra qui était en duplex, ce qui lui a permis de venir sur le plateau, et à la toute fin cet esprit regarde
dans la caméra du plateau lui-même, donc directement dans le regard du spectateur. Et en fait, et le film se coupe plus ou moins à ce moment-là. Et l'idée était que le film se coupe sur un ultrason pour faire gueuler les animaux dans les maisons des gens. D'accord. J'adore. Le truc, c'est que l'ultrason ne passe pas par les ondes hertziennes, donc ça n'a pas été possible. merde. Mais l'envie était que tout le monde pense que l'esprit était arrivé chez eux. Très Ah, Halloween Génial. 3, quoi. Ouais, Ou, Très Halloween 3. Très Bye Halloween Bye 3, Belgium ouais, version tout à fait, fantôme. Faut que je retrouve ce que Ah, c'était. j'aime bien. On va peut-être passer au... L'avis des auditeurs. Oui, voilà, si vous avez un peu clôturé ce que vous avez à dire sur cette série de films 4 aujourd'hui, ça va. Je vais devoir très très fort zoomer sur mes notes avec mes petits yeux sans lunettes. Où est-ce que je le fais? Non, ça va, ça va. En zoomant, ça va. Nous avons Anne DeVos, que tu connais, qui nous répond: le souvenir de cette gamine malade qui devient bouffie de film en film dû à son traitement, cela me rendait plutôt triste. J'ai adoré ces films et ça reste un running gag avec mon frère. Va faire la lumière, Caroline. Et elle se réjouit d'écouter l'épisode. Merci Anne. Alors nous avons Merci. Anthony qui nous dit: à cause de ce film, je n'ai plus jamais pu regarder un clown de ma vie. Nous avons également Annabelle, chouette prénom, qui nous dit: je ne savais même pas qu'il y avait plus d'un poltergeist. Il y en a toujours un. Ouais, Hein. Alors à chaque épisode qu'on fait, maintenant, on se rend compte qu'il y en a toujours un pour se rendre compte que... C'est hyper il y a drôle. en fait, il y a plein de films derrière. Ouais. Alors j'ai un très très long commentaire de Pierre Remacle qui... Alors, est-ce que je vais tout lire? Non. Tu nous parles d'espace euclidien. Il nous dit: je vais sans doute me faire légèrement allumer, mais je ne garde pas un immense souvenir de l'original. Wow! J'ai néanmoins quelques vagues réminiscences. Le gars qui se regarde dans le miroir alors qu'il pourrit, petit choc quand même, une intimité familiale parfaitement retranscrite, la Spielberg touch, ça c'est dur à dire, et surtout une scène géniale, les chaises. C'est une brusquerie quasiment vicieuse, c'est un viol de la réalité dans ses règles les plus basiques, temporalité et géométrie euclidienne, et cela témoigne d'un coin quasiment indécent apporté à la scénographie. Faudrait sans doute que je le retente. Bah oui, regarde-le Oui. Pierre, s'il te plaît. Mais oui, hein. Revois le Pierre. Sinon, je n'ai jamais accordé d'importance aux deux suites. Quant au remake, attention. Le remake, niveau créativité, c'est déjà le néant. Le film ne tente rien, si ce n'est de courir derrière son célèbre modèle. Problème, il le fait à reculons. Dans ces conditions, cela ne surprendra personne qu'il se prend... Pardon, je change de feuille. Qu'il se prend... Qu'est-ce qu'il dit qu'il se prend ? Qu'ils se prennent dans la gueule tous les murs possibles et imaginables. Reste à savoir ce qui est le plus triste, voir Sam Rockwell errer comme une âme en peine dans ce médiocre navet, ou bien prendre conscience que c'est le réalisateur de l'excellent Monster House qui se trouve aux commandes de celui-ci. Ce qui est hyper drôle, c'est que je n'avais absolument pas lu les commentaires avant de les lire, je viens juste d'aller faire des captures d'écran des commentaires et il dit exactement Ce tout que ce vous qu'on vient venez de dire. hein, ouais, Donc je ouais, trouve tout à que fait. nous sommes très 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 cohérents avec nos auditeurs. Merci Voilà. Pierre. Voilà, merci tout le monde. Je reviens juste sur... Sur Ghost. Allez, vas-y. sur la note de fin. mon émission anglaise de 1992 qui s'appelle Ghostwatch. Ah Regardez Ghostwatch, il est assez facilement trouvable. Ah, merci Et il vaut Antoine. vraiment la peine. Et si je me trompe pas, c'est Micro, c'est Antoine, une micro. réalisatrice au passage, Leslie Manning. C'est très bien ça, Antoine. Merci Antoine. Mais merci pour ce bel Voilà. épisode. On vous dit merci à tous. On dit merci à Liam pour sa première fois. C'est super, Liam. Merci. Ouais, merci on est d'être content. passé. Merci pour l'invitation. Généralement, première fois, c'est compliqué. Donc là, je suis content que Ouais. ce soit bien Mais on passé. est à l'aise dans le studio. Titre, hein, ça Liam, va. titre. Oui, mais c'était tellement évident. Mais non, plus sérieusement, merci pour cette invitation et pour cette conversation. Ce fut passionnant de mon côté. Et merci à Nicolas Mhm. et Antoine. Merci à vous. Et tous ces nouveaux micros donnent envie de rester. Ah, On est donne. bien, Ah hein. oui, hein, Voilà. t'as vu ça Et- ou quoi? mais le casque me fait un peu mal aux oreilles, moi. Mais C'est quand- parce que t'as ouais. pas les nouveaux casques, toi. J'allais dire titre, mais en fait, chaud. non. Et merci Manon pour la Oui, technique. merci Manon. Là, Merci, avec Manon. avec ce nouveau matos, tu dois nous avoir fait un son de malade. Hein. On compte sur toi. Merci bien et à tout le monde et à bientôt. Cette phrase est bizarre. Bonne soirée, salut. Ciao. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités ici qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, de réagir à nos publications. Ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.